Le réveil hurlait à 4h30 du matin, mais Chloé Dubois était déjà éveillée. Elle était restée allongée dans le noir pendant 20 minutes, faisant défiler des chiffres dans sa tête comme d'autres comptent les moutons. Loyer, 750 €. Charge, 180 €. Courses, en se serrant la ceinture au maximum, 250 €. Frais de scolarité de Léo, 150 €. Son esprit était une calculatrice épuisée qui ne s'arrêtait jamais. Elle glissa hors du lit avec précaution, essayant de ne pas réveiller son fils de 15 ans, qui dormait sur le canapé-lit de leur appartement exigu à Tours. Les ressorts grincèrent malgré tout. À travers la mince cloison, elle pouvait entendre la télévision de leurs voisins, qui diffusait déjà à plein volume une émission de téléachat matinale. La cafetière se mit en marche en crachotant, remplissant leur minuscule cuisine du seul luxe qu'elle s'autorisait. Du bon café. Pas un grand cru, juste assez bon pour se sentir humaine. Chloé avait 34 ans, mais s'en sentait 50. Ses mains étaient rêches après des années à nettoyer des bureaux. Son dos la faisait souffrir à cause de son service de nuit à l'entrepôt, et ses pieds connaissaient chaque fissure du trottoir entre chez elle et le bistrot de quartier où elle servait les week-ends. Elle avait 3 emplois et n'arrivait toujours pas à joindre les deux bouts. L'équation ne fonctionnait jamais. C'était comme essayer de remplir un seau percé. Elle entendit Léo bouger sur le canapé. « Maman ?» Sa voix était pâteuse de sommeil. « Reste couché, mon chéri. Tu as encore 1 heure. Tu fais les 3 aujourd'hui ?» Chloé versa son café, la vapeur s'élevant comme une prière. « Juste 2. Je ne travaille pas au bistrot ce soir. Ça veut dire que tu seras à la maison à 22 h au lieu de minuit. C'est presque des vacances. » Elle sourit malgré l'épuisement. Léo avait hérité de son sens de l'humour, celui qui vous maintenait en vie quand plus rien d'autre ne le faisait. C'était un bon gamin. Il était au tableau d'honneur même s'il faisait ses devoirs à la lueur de son téléphone parce que leur électricité avait été coupée 2 fois l'année dernière. Il ne se plaignait jamais de porter des vêtements de seconde main ou de manger des pâtes instantanées 4 soirs par semaine. Il méritait tellement plus que ce qu'elle pouvait lui offrir. « Repose-toi », dit-elle en attrapant ses clés. « Je t'aime. »« Moi aussi, maman. » La porte se referma derrière elle, et Chloé descendit 4 étages à pied car l'ascenseur était en panne depuis mars. Dehors, Tours était encore plongé dans l'obscurité, la ville respirant doucement avant le chaos de la journée. Elle marcha 8 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, son souffle visible dans l'air frais de novembre. L'immeuble de bureau qu'elle nettoyait était en centre-ville. Tout en verre et en acier, et de cet argent discret qui n'a jamais à s'inquiéter de payer le loyer. Elle récurait des toilettes utilisées par des gens qui gagnaient en 1 semaine plus qu'elle en 1 an. Elle vidait des poubelles remplies de déjeuners à moitié mangés qui coûtaient plus cher que son budget de course. Elle polissait des tables de salle de conférence où se prenaient des décisions qui n'affecteraient jamais des gens comme elle. À 9 h du matin, elle pointait à l'entrepôt, chargeant des cartons, scannant des étiquettes, déplaçant des stocks d'un endroit à un autre dans une boucle sans fin qui lui brûlait les épaules et engourdissait son esprit. Le superviseur, un homme nommé Stéphane Leroy, qui sentait la cigarette et le droit acquis, aimait rappeler à tout le monde à quel point ils étaient remplaçables. Dubois. Lui aboya-t-il dessus pendant sa pause déjeuner. Elle la prenait 5 minutes en avance parce que son service avait commencé avec 5 minutes de retard. Vous vous croyez spécial? Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous? Chloé se mordit la langue, ravala sa fierté et s'excusa parce qu'elle avait besoin de ce travail, parce que Léo avait besoin de nouvelles chaussures, parce que la facture d'électricité devait être payée dans 3 jours. Elle rentra à la maison à 20 h ce soir-là pour trouver Léo à la petite table de la cuisine. Les manuels scolaires étaient étalés autour de lui comme s'il construisait une forteresse d'éducation. Il leva les yeux quand elle entra, et elle le vit immédiatement, l'inquiétude qu'il essayait de cacher. La façon dont il avait appris à porter le stress à un âge où il aurait dû être insouciant. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Comme d'habitude. »« Et l'école ?» ?»« On a eu les résultats du contrôle de maths. J'ai eu 19. » L'épuisement de Chloé se dissipa un instant. Elle traversa la pièce et l'embrassa sur le haut de la tête. « Je suis si fière de toi, mon chéri. »« Maman, j'ai réfléchi. Peut-être que je devrais trouver un travail, juste à temps partiel. Certains gars de l'école travaillent au supermarché. »« Non. » Sa voix était ferme. « Ton travail, c'est l'école.
C'est comme ça que tu t'en sortiras. Mais maman. Non, Léo, je suis sérieuse. Il ne discuta pas, mais elle pouvait voir la culpabilité dans ses yeux. 15 ans et il se sentait déjà responsable des difficultés de sa mère. Cela lui brisait le cœur d'une manière qu'elle ne pouvait pas exprimer. Le lendemain matin suivit le même rythme. Réveil à 4h30, café, bus, l'immeuble de bureau, l'entrepôt, l'épuisement qui vivait dans ses os comme un résident permanent. Elle rentrait à pied de l'arrêt de bus, les pieds endoloris, quand elle remarqua quelque chose d'inhabituel, une enveloppe de couleur crème collée sur la porte de son appartement. Sa première pensée fut, avis d'expulsion. Son estomac se noua, mais l'enveloppe était trop luxueuse, trop officielle. Elle déverrouilla la porte, appela Léo et l'ouvrit avec précaution. L'en-tête indiquait, Leclerc et associés, avocat à la cour, Lyon. La main de Chloé se mit à trembler avant même qu'elle ait lu la première ligne. Chère mademoiselle Dubois, nous vous écrivons pour vous informer que vous avez été désignée comme l'unique bénéficiaire de la succession de madame Monique Dubois, décédée le 3 octobre de cette année. En tant qu'exécuteur testamentaire de madame Dubois, nous sommes tenus de vous informer de votre héritage, qui comprend un bien immobilier situé à Valvert-sur-Durance, en Provence. Nous sollicitons votre présence à nos bureaux dès que possible pour discuter des termes de l'héritage et du transfert de propriété. Veuillez contacter notre étude pour prendre rendez-vous. Cordialement, Pierre Leclerc, associé principal. Chloé l'a lu 3 fois, puis une 4e. Le nom de sa grand-mère la fixait depuis le papier. Monique Dubois. Léo. Sa voix se brisa. Léo, viens ici. Son fils sortit de la salle de bain, la brosse à dents encore à la bouche. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma grand-mère. Elle est morte. Le visage de Léo s'assombrit. Oh, maman. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu avais encore de la famille. Moi non plus. La voix de Chloé était à peine un murmure. Je ne l'ai pas vue depuis que j'ai 7 ans. Ma mère a coupé les ponts avec elle quand j'étais petite. Je ne me souviens même pas pourquoi. Elle baissa les yeux sur la lettre. Elle m'a laissé une propriété en Provence. Quel genre de propriété? Je ne sais pas. La lettre ne le dit pas. Ils restèrent debout tard cette nuit-là. Chloé cherchait sur son téléphone toutes les informations qu'elle pouvait trouver. Valvert-sur-Durance, en Provence, était un petit village à environ 3 heures au sud de Lyon. Population d'environ 900 habitants. Rien de remarquable à son sujet. Elle chercha le nom de sa grand-mère et trouva un avis de décès. Monique Dubois, 89 ans, gouvernante dévouée, précédée dans la mort par son mari, laisse dans le deuil sa petite-fille. Gouvernante. Le mot déclencha quelque chose dans la mémoire de Chloé. Elle était très jeune, peut-être 6 ou 7 ans, assise sur le lit de sa mère pendant que celle-ci pleurait. Elle a choisi cette famille plutôt que nous. Elle les a choisis. Chloé n'avait jamais compris ce que cela signifiait. Le lendemain, elle appela l'étude d'avocat. La réceptionniste était polie mais ferme. Ils devaient se rencontrer en personne pour discuter des détails. Chloé expliqua qu'elle vivait à Tours, qu'elle avait 3 emplois, qu'elle ne pouvait pas tout laisser tomber. La réceptionniste la mit en attente, puis revint avec une offre. Ils organiseraient un appel vidéo, mais elle devrait finalement venir en Provence pour signer les documents et inspecter la propriété. L'appel vidéo eut lieu 3 jours plus tard. Chloé était assise dans le seul coin décent de l'appartement, Léo juste hors champ. Pierre Leclerc apparut sur l'écran de son téléphone, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. « Mademoiselle Dubois, commença-t-il. Je suis désolé pour votre perte. Votre grand-mère était une femme tout à fait remarquable. Je ne la connaissais pas vraiment, admit Chloé. Je comprends qu'il y a eu une brouille familiale. Monique en parlait avec une grande tristesse. Il ajusta ses lunettes. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Votre grand-mère a travaillé pendant 53 ans comme gouvernante principale pour une personne très en vue, un musicien, en fait. Peut-être avez-vous entendu parler de Jean-Pierre Martin? Chloé retint son souffle. Le Jean-Pierre Martin. Oui. Monique a commencé à travailler pour lui en 1972 et est restée à son service jusqu'à sa retraite en 2015. Elle vivait sur son domaine à Valvert-sur-Durance, une propriété qu'il a achetée au milieu des années 70 comme refuge privé. Lorsque M. Martin est décédé,
la succession est entrée en liquidation et certaines parties ont été vendues ou transférées. La propriété de Valvert, cependant, a été cédée à votre grand-mère en 2017 dans le cadre de son départ à la retraite. Chloé ne pouvait pas parler. Jean-Pierre Martin, le chanteur légendaire. Elle avait grandi en entendant sa voix à la radio. Leclerc continua. La propriété est considérable. La maison principale fait environ 1100 mètres carrés sur un terrain de 19 hectares. Elle est inoccupée depuis que votre grand-mère a déménagé dans une maison de retraite médicalisée en 2023. Je vais être franc avec vous, mademoiselle Dubois. La propriété est à l'abandon depuis 2 ans. Elle nécessitera d'importants travaux. Les impôts fonciers s'élèvent à eux seuls à environ 11 000 € par an, et ils sont actuellement en retard. L'espoir de Chloé se dégonfla comme un pneu crevé. Je ne peux pas me permettre ça. C'est pourquoi, dit Leclerc doucement, vous pourriez envisager de la vendre. Cependant, vous devriez la voir d'abord. La visiter. Comprendre ce dont vous héritez avant de prendre une décision. Votre grand-mère a laissé des instructions explicites pour que vous ayez toutes les chances de conserver la propriété si vous le souhaitiez. Pourquoi moi? Pourquoi me laisserait-elle ça après des décennies sans se parler? L'expression de Leclerc s'adoucit. Elle vous a laissé une lettre. Je suis tenu de vous la remettre en personne. Peut-être qu'elle vous expliquera. 2 semaines plus tard, Chloé et Léo étaient dans une voiture de location, traversant la campagne provençale. Elle avait pris des congés sans solde de ses 3 emplois, des jours qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que c'était important. Léo était assis sur le siège passager, regardant le paysage passer de l'autoroute aux champs de lavande et aux épaisses forêts de pins et de chênes. « Maman, et si c'était une arnaque ?» demanda-t-il pour la 3e fois. J'ai rencontré l'avocat en personne. J'ai vu les documents. C'est réel. Mais si la maison est en ruine? S'il y a de la moisissure noire ou si le toit s'est effondré? Alors on la vendra en l'état et on utilisera l'argent qu'on en tirera pour rembourser quelques dettes. Elle lui jeta un coup d'œil. Mais peut-être, juste peut-être, que c'est notre porte de sortie. Elle ne se laissait pas trop espérer. L'espoir était dangereux quand on vivait comme eux. L'espoir vous rendait vulnérable à la déception, et elle en avait eu assez pour toute une vie. Le GPS les fit quitter la route principale pour une route départementale, puis une route communale, et enfin un long chemin de terre qui semblait s'enfoncer à jamais dans les bois. Les branches pendaient bas au-dessus de leur tête, créant un tunnel de verdure qui filtrait la lumière de l'après-midi en quelque chose de doré et d'irréel. Propriété privée, lut Léo sur un panneau délavé. Entrée interdite. Les contrevenants seront poursuivis. Les mains de Chloé se crispèrent sur le volant. Ils roulèrent pendant ce qui sembla être des kilomètres. Puis les arbres s'ouvrirent. « Oh mon Dieu !» murmura Léo. La maison de campagne se dressait devant eux comme quelque chose d'une autre époque. Elle était massive, construite en pierre et en bois dans un style qui mélangeait le manoir provençal avec des éléments de chalet rustique. 3 étages, avec des ailes s'étendant de chaque côté, des porches enveloppants, de hautes fenêtres, et une entrée grandiose avec des portes doubles qui avaient dû être magnifiques. Le lierre grimpait sur les murs. La pelouse, qui avait dû être entretenue à un moment donné, était maintenant envahie par les mauvaises herbes et les fleurs sauvages. Plusieurs fenêtres étaient cassées. Le toit s'affaissait par endroits. L'une des colonnes du porche s'était fendue et était soutenue par ce qui ressemblait à un étai temporaire. Mais même dans son délabrement, c'était à couper le souffle. Chloé arrêta la voiture et resta simplement à regarder. Ça ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas être à elle. Les gens comme elle n'héritaient pas de manoir. Ils héritaient de dettes, de soucis et d'épuisement. « Maman, dit Léo doucement. C'est de la folie. » Ils sortirent de la voiture lentement, presque avec révérence. L'air sentait le pin, la terre et quelque chose de plus ancien, comme l'histoire elle-même. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Le vent bruissait dans les buissons envahissants qui avaient pu être autrefois des haies soigneusement taillées. Au loin, Chloé pouvait voir ce qui ressemblait à une écurie ou une grange, sa peinture rouge s'estompant en rose. Elle s'approcha prudemment des marches du perron. Le bois gémit sous son poids, mais un bond. Les portes doubles étaient verrouillées par un lourd cadenas qui semblait neuf. Leclerc a dit qu'il laisserait la clé, marmonna Chloé, cherchant autour du cadre de la porte. Elle la trouva cachée derrière un volet desserré,
une enveloppe Kraft contenant une seule clé en laiton et une autre lettre. Ses mains tremblaient en ouvrant la lettre. « Chloé, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu as trouvé ton chemin jusqu'ici. Je suis désolé de ne pas avoir fait partie de ta vie. Ta mère avait ses raisons de nous tenir à l'écart et je les ai respectées même si cela me brisait le cœur. Cette maison, cette terre, elle renferme plus que tu ne peux l'imaginer. Plus que de simples souvenirs. J'ai passé 53 ans à m'occuper de cet endroit, à m'occuper de l'homme qui le possédait, et à garder des secrets qui ne sont pas les miens à raconter par écrit. Parcours ces pièces. Fais attention. Regarde de près. Ta grand-mère qui t'a toujours aimé, même de loin. Monique. Chloé essuya ses yeux. Léo se tenait à côté d'elle, lisant par-dessus son épaule. Elle t'aimait, maman. C'est peut-être pour ça que tu es là, pour la connaître maintenant. Chloé prit la clé en laiton et la glissa dans le cadenas. Elle tourna en douceur, la serrure s'ouvrant avec un clic solide qui résonna sur le porche. Elle retira le cadenas et poussa. La porte ne bougea pas. Elle poussa plus fort. Léo ajouta son poids. Finalement, avec un gémissement de bois et de rouille, la porte s'ouvrit vers l'intérieur. La poussière explosa dans l'air, illuminée par la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par l'embrasure de la porte. L'odeur les frappa immédiatement. Vieux bois, décomposition, moisissure, et en dessous, autre chose. Quelque chose qui aurait pu être du parfum ou de l'eau de Cologne d'il y a des décennies, accroché au mur comme un fantôme. Chloé entra la première. Le hall d'entrée était énorme, avec un grand escalier montant en flèche, se séparant en deux directions sur un palier orné d'un vitrail. Le vitrail représentait une scène rurale, des montagnes, une rivière, un soleil couchant. Même couvert de crasse, il était magnifique. Les sols étaient en parquet, déformés par endroits à cause des dégâts des eaux. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, leur forme ressemblant à des fantômes endormis. À gauche, à travers une arche, Chloé pouvait voir ce qui devait être un salon. À droite, une salle à manger formelle avec une table assez longue pour accueillir 20 personnes. Tout était figé dans le temps. Un calendrier mural indiquait juillet 1988. Le courrier était empilé sur une table d'appoint, les enveloppes jaunies par l'âge. Une paire de lunettes de lecture reposait sur un livre. C'était comme si quelqu'un était sorti un jour et n'était jamais revenu. On dirait un musée, murmura Léo, sa voix faisant écho. Chloé s'enfonça plus profondément dans la maison. Le salon était rempli de meubles en cuir, d'une cheminée en pierre assez grande pour y tenir debout, et de murs tapissés d'étagères. Des disques d'or étaient accrochés dans des cadres. Des photographies montraient un Jean-Pierre Martin souriant avec diverses personnes, des célébrités, des politiciens, des gens ordinaires. Sur plusieurs photos, Chloé remarqua la même femme, se tenant légèrement à l'écart, jamais au centre. Une femme asiatique aux yeux bienveillants et au sourire doux. Sa grand-mère. « Maman, regarde ça », appela Léo depuis près de la cheminée. Il montrait une photo encadrée sur le manteau. Elle montrait Jean-Pierre Martin assis dans cette même pièce, une guitare sur les genoux, et debout derrière lui, la main sur son épaule, se tenait Monique. Chloé prit le cadre, essuyant la poussière du verre. Sa grand-mère avait l'air heureuse, fière, comme si elle était à sa place ici. Ils explorèrent pendant des heures, passant de pièce en pièce. Une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, beaucoup remplies de premières éditions reliées en cuir. Un studio de musique avec un piano à queue, plusieurs guitares rares et précieuses accrochées au mur, et du matériel d'enregistrement qui semblait à la pointe de la technologie pour son époque. Une cuisine qui avait dû être magnifique autrefois, avec des appareils électroménagers professionnels et un coin repas qui donnait sur les jardins arrière. À l'étage, ils trouvèrent des chambres. Tellement de chambres. La suite parentale occupait une aile entière, avec un lit à baldaquin, un coin salon et une salle de bain avec une baignoire en marbre de la taille d'une petite piscine. Des chambres d'amis, chacune décorée différemment. Certaines avec des thèmes. L'une avait une décoration western, une autre un thème marin. Une troisième était remplie de souvenirs sportifs. Au bout du couloir, ils trouvèrent une pièce plus petite, plus simple que les autres. Le lit était fait avec soin, recouvert d'un couvre-lit fait main. Sur la table de chevet, une photo, une jeune femme tenant un bébé. Chloé eut le souffle coupé. La femme était sa mère. Le bébé, c'était elle. La chambre de sa grand-mère.
C'était là que Monique avait vécu, dans cet espace modeste tout en entretenant cette immense maison. Léo trouva une malle au pied du lit. À l'intérieur, il y avait d'autres photos, des lettres, des coupures de journaux sur la carrière de Jean-Pierre Martin, et un journal intime. Chloé l'ouvrit avec précaution, les pages cassantes avec l'âge. 15 mars 1992, luait à voix haute. Jean-Pierre est revenu de sa tournée aujourd'hui. Il avait l'air fatigué. Je lui ai préparé sa soupe préférée et il m'a raconté des histoires de la route. Il m'a encore demandé des nouvelles de ma petite fille. Je lui ai montré la photo de classe que Rita a envoyée. Il a dit qu'elle a de beaux yeux, tout comme les miens. Ça me brise le cœur que Chloé ne me connaisse pas. Mais Rita a fait son choix et je dois le respecter. Même si ça me tue. La gorge de Chloé se serra. Sa mère n'avait jamais expliqué pourquoi elles avaient coupé les ponts avec Monique. Elle disait juste, certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Maintenant, Rita était partie aussi, décédée d'un cancer 5 ans auparavant, emportant ses raisons dans la tombe. Le soleil se couchait quand ils eurent fini d'explorer le rez-de-chaussée et l'étage. Ils n'avaient même pas encore touché au sous-sol ou aux diverses dépendances. Chloé se tenait dans le hall, levant les yeux vers ce vitrail maintenant illuminé par la lumière mourante, projetant des couleurs sur le sol poussiéreux. « À quoi tu penses » demanda Léo. « Je pense que c'est impossible. Je pense qu'il n'y a aucun moyen que je puisse me permettre de garder cet endroit. Les impôts seuls nous ruineraient. Les réparations coûteraient des centaines de milliers, peut-être des millions. » Elle tourna lentement sur elle-même. « Mais je pense aussi que ma grand-mère a passé la majeure partie de sa vie ici, qu'elle voulait que je l'aie, et que je dois comprendre pourquoi avant de la laisser partir. » Léo hocha la tête. « Alors, on fait quoi ? On revient. On prend le temps de vraiment regarder cet endroit. On essaie de savoir ce qu'il vaut, ce qu'il faudrait pour le vendre. » Un son résonna dans la maison. Un craquement, profond et bas, venant de quelque part en dessous d'eux. Ils se figèrent tous les deux. « C'était quoi, ça ?» murmura Léo. « Une vieille maison qui travaille, » dit Chloé, essayant de paraître confiante, mais son cœur battait la chamade. Un autre craquement, puis ce qui ressemblait à une porte qui se ferme. « Maman, je ne pense pas qu'on soit seul. » Chloé attrapa son téléphone, allumant la lampe de poche. Le soleil s'était couché plus vite qu'elle ne l'avait réalisé, et la maison se remplissait d'ombre. « On y va. On reviendra demain avec de vraies lumières. » Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée, se déplaçant rapidement, mais en essayant de ne pas courir. La main de Chloé était sur la poignée de la porte quand elle l'entendit. Des bruits de pas, lents, délibérés, venant du couloir à leur droite. Elle ouvrit la porte d'un coup sec. Ils tombèrent sur le porche, haletant dans l'air frais du soir. Derrière eux, la maison se tenait silencieuse et sombre, gardant ses secrets pour un autre jour. « On revient demain, » dit Chloé, autant pour elle-même que pour Léo. À la lumière du jour, avec des lampes de poche et peut-être une batte de baseball. Léo rit nerveusement. « Tu penses vraiment que cet endroit en vaut la peine ?» Chloé regarda le manoir, les murs de pierre qui avaient abrité sa grand-mère pendant plus de 50 ans. Quelque part là-dedans se trouvaient des réponses. Et peut-être, juste peut-être, la clé pour changer leur vie. « Oui, » dit-elle doucement. « Je le pense vraiment. » Ils revinrent le lendemain matin, armés de lampes de poche puissantes, d'un pied de biche et d'une détermination qui semblait plus forte que la peur. Chloé avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ce vitrail projetant des couleurs sur le sol poussiéreux, entendait ces bruits de pas fantômes résonner dans les couloirs. Léo avait fait des recherches sur le manoir en ligne jusqu'à 2 heures du matin, ne trouvant que des fragments. Une mention dans un article de magazine de 1983 sur les retraites privées de Jean-Pierre Martin. Une photo granuleuse d'un catalogue de vente aux enchères de 1997. Des rumeurs sur des forums de musique à propos d'un studio caché quelque part en Provence. Le soleil du matin rendait le manoir moins menaçant et plus triste, comme une cathédrale abandonnée lentement reconquise par la nature. Chloé se gara au même endroit que la veille, et ils restèrent assis un moment, reprenant tous deux leur courage. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. Léo hocha la tête, serrant sa lampe de poche comme une arme. « Allons découvrir ce que mamie voulait que tu vois. » À l'intérieur, la lumière du jour transformait tout. Ce qui avait semblé sinistre dans la pénombre se révélait maintenant simplement oublié.
Des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui filtraient par les fenêtres brisées. Le grand escalier, bien qu'endommagé, montrait un savoir-faire qui avait dû coûter une fortune. Chaque détail parlait de richesse et de soin, d'une époque où cet endroit avait été aimé. Ils commencèrent systématiquement cette fois, pièce par pièce. Le salon livra d'autres photographies, d'autres aperçus d'une vie que Chloé pouvait à peine comprendre. Jean-Pierre Martin avec des présidents. Jean-Pierre Martin sur scène devant des milliers de personnes. Jean-Pierre Martin dans cette même pièce, intime et détendu, jouant aux cartes avec des amis dont Chloé reconnaissait les visages sur des pochettes d'albums et des écrans de cinéma. Et sur tant de photos, planant sur les bords, se trouvait Monique, apportant des boissons, ajustant des fleurs, se tenant tranquillement près de la porte, jamais intrusive, toujours présente. Léo trouva une boîte de lettres dans la bibliothèque, attachée avec de la ficelle et organisée par année. Ils s'assirent par terre, manipulant le papier cassant avec précaution, et commencèrent à lire. La plupart étaient des correspondances commerciales, des contrats, des relevés de droits d'auteur, des lettres de maisons de disques et de promoteurs de concerts. Mais nichées entre les documents officiels se trouvaient des notes manuscrites. L'une, datée du 9 avril 1987, glaça le sang de Chloé. « Monique, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Tout le monde veut quelque chose de moi. Vous voulez juste que j'aille bien. Merci pour la soupe, pour le calme, pour me rappeler que la maison n'est pas un endroit sur une carte. C'est là où l'on se sent compris. Vous me comprenez mieux que la plupart des gens. Jean-Pierre. » Une autre, du 24 décembre 1993. Monique, passer Noël ici au lieu d'être sur la route a été la meilleure décision que j'ai prise de toute l'année. Vous voir décorer cette maison. Vous entendre fredonner en cuisinant, ça m'a rappelé pourquoi j'ai acheté cet endroit. Pas pour l'intimité ou la paix, mais parce que vous lui donniez de l'importance. Vous donnez de l'importance à tout. Joyeux Noël, mon ami. Jean-Pierre. Les mains de Chloé tremblaient. Ce n'étaient pas des notes d'un employeur à une employée. C'étaient des messages entre amis, entre deux personnes qui avaient construit quelque chose de significatif au fil de décennies de proximité et de confiance. « Maman, regarde celle-là », dit Léo, tendant une lettre de 2011. « Monique, les médecins disent que je dois ralentir. Rita m'a appelé hier. Je ne vous l'ai pas dit parce que je savais que ça vous contrarierait, mais elle a finalement repris contact après toutes ces années. Elle a demandé de vos nouvelles. Je lui ai dit que vous pensiez à Chloé tous les jours. Je lui ai dit que vous gardiez toutes les photos de classe qu'elle a envoyées. Elle a pleuré. Je pense qu'elle regrette la distance, mais la fierté est une chose puissante. Je mets mes affaires en ordre, au cas où le temps serait plus court que je ne l'espère. Vous m'avez été loyal pendant 40 ans. Je veux m'assurer que vous soyez prise en charge. Cette maison, cette terre, elle devrait être à vous quand je serai parti. Vous l'avez mérité 1000 fois. Mais plus que ça, vous avez mérité la paix. J'espère que vous la trouverez ici. Avec toute ma gratitude, Jean-Pierre. » Chloé pressa sa main sur sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Sa mère avait été en contact avec Jean-Pierre Martin. Sa mère connaissait la vie de Monique ici, et pourtant la distance était restée. Quelle sorte de fierté pouvait couper si profondément? Ils passèrent ensuite au studio de musique. Le piano à queue était couvert de poussière, mais quand Léo souleva le couvercle et pressa une touche, la note résonna, claire et juste. Les guitares au mur étaient des instruments vintage, valant chacune des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'euros. Ce n'était pas de simples décorations. C'étaient des outils de création, des morceaux de l'histoire de la musique française. Sur une étagère à côté du matériel d'enregistrement, Chloé trouva des cassettes audio étiquetées de l'écriture soignée de sa grand-mère. Décembre 1976, fête de Noël. Juillet 1982, jam session du 14 juillet. Avril 1990, session nocturne, juste Jean-Pierre et sa guitare. On devrait les écouter, dit Léo. Peut-être, répondit Chloé, les remettant soigneusement sur l'étagère. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons continuer à chercher. La salle à manger révéla d'autres trésors. De la porcelaine valant plus que son revenu annuel. Du cristal qui captait la lumière comme des étoiles capturées. Des pièces de service en argent terni de noir mais portant encore les marques de maîtres artisans. La table elle-même était en noyer massif, sculptée à la main,
mesurant facilement 4 mètres de long. Chloé l'imagina remplie de gens, de rires, de musique et de ce genre d'abondance qu'elle n'avait vu que dans les films. Ils passèrent 1 heure dans la cuisine, documentant tout. Les appareils électroménagers dataient de plusieurs décennies mais étaient haut de gamme pour leur époque. Le garde-manger était encore rempli de conserves périmées depuis longtemps. Leurs étiquettes étaient décolorées mais lisibles. Le tablier de sa grand-mère était suspendu à un crochet près de la cuisinière. Le tissu était si usé qu'il était presque transparent par endroits. Chloé le tint doucement, le portant à son visage. Il sentait le vieux tissu et le temps, mais en dessous, elle aurait juré sentir autre chose. Du gingembre. Sa grand-mère sentait le gingembre. Un souvenir fit surface, vif et inattendu. Elle avait 6 ans, assise sur un comptoir de cuisine quelque part, et une femme aux yeux bienveillants lui donnait un morceau de gingembre confit. « Juste une petite bouchée », disait la femme. « C'est fort, mais c'est bon pour toi. » Chloé avait fait la grimace, et la femme avait ri. Ce rire, chaud et musical. Chloé haleta. Elle s'en souvenait. C'était Monique. Avant la brouille, avant que ce qui s'était passé entre sa mère et sa grand-mère ne les sépare, il y avait eu cette gentillesse, ce gingembre et ce rire. « Maman, ça va ?» Léo lui toucha le bras. « Oui, » murmura-t-elle, « je viens de me souvenir de quelque chose que j'avais oublié. » À midi, ils avaient couvert la plupart du 1er et du 2e étage. Ils s'assirent sur le porche, mangeant les sandwichs qu'ils avaient emportés, regardant les terrains envahis par la végétation. Quelque part là-dehors se trouvaient 19 hectares de terre, de bois, de prairies et de possibilités. « À ton avis, ça vaut combien tout ça ?» demanda Léo. Chloé secoua la tête. « Je n'en ai aucune idée. Rien que les disques d'or pourraient valoir des centaines de milliers. Les instruments, les meubles, la maison elle-même. Même dans cet état, on parle probablement de millions. Mais rien de tout ça n'a d'importance si on ne peut pas payer les impôts et l'entretien. Sauf si on vend tout. Oui, sauf si on vend tout. » Cette pensée lui tordit l'estomac. C'était la vie de sa grand-mère. Ces murs avaient abrité Monique pendant plus de 50 ans. Vendre, c'était comme une trahison. Ils retournèrent à l'intérieur, déterminés à terminer l'exploration. Le sous-sol était le suivant, accessible par une porte près de la cuisine. Les escaliers étaient solides mais raides, menant dans une obscurité que leur lampe de poche ne pénétrait que partiellement. L'air se rafraîchissait à chaque pas, et Chloé pouvait entendre de l'eau goutter quelque part au loin. Le sous-sol était vaste, s'étendant sous toute l'emprise de la maison. Certaines parties avaient été aménagées. Une cave à vin avec des casiers contenant encore des bouteilles couvertes de poussière. Un espace de stockage avec des meubles et des boîtes empilées jusqu'au plafond. Ce qui semblait avoir été un abri anti-atomique ou une pièce de sécurité de l'époque de la guerre froide. Mais c'est la bibliothèque qui les appela. Ils y avaient passé du temps la veille, mais quelque chose à son sujet la tracassait. Ils y retournèrent maintenant, en plein jour, et elle comprit ce qui l'avait dérangé. La pièce était parfaitement carrée, mais les bibliothèques ne correspondaient pas aux dimensions. Le mur d'étagère du côté était moins profond d'au moins 60 cm qu'il n'aurait dû l'être. « Léo, viens ici. » Chloé passa ses mains le long de la bibliothèque, sortant des livres au hasard. « Aide-moi à chercher un interrupteur, un bouton, ou quelque chose qui n'a pas sa place. » Ils travaillèrent systématiquement, examinant chaque centimètre des étagères encastrées. C'est Léo qui le trouva. Un exemplaire relié en cuir de « Le Flambeur » par Jean-Pierre Martin, ses mémoires publiées en 1994. Quand il le tira, au lieu de glisser, le livre entier bascula vers l'avant comme un levier. Quelque chose cliqua profondément dans le mur. Une section de la bibliothèque d'environ 1,20 m de large pivota vers l'intérieur avec le murmure de charnière bien huilé. Chloé et Léo se regardèrent, les yeux écarquillés. Derrière la bibliothèque se trouvait une porte en acier, du genre qu'on trouverait dans une chambre forte de banque. Elle était moderne, en total décalage avec l'esthétique du reste de la maison. Un petit panneau brillait doucement à côté, une lumière verte pulsant comme un battement de cœur. « C'est ce que je pense ?» murmura Léo. Chloé s'approcha lentement. Le panneau avait un scanner, du genre utilisé pour les empreintes digitales ou palmaires. Au-dessus, gravé dans l'acier, ces mots, pour Monique et les siens. Son cœur battait contre ses côtes. Ça ne peut pas être réel.
On se croirait dans un film. Essaie, l'exhorta Léo. Touche le scanner. Et s'il y a une alarme? Si la police arrive? Maman, l'avocate a donné la clé. Tu possèdes légalement cet endroit. Tu n'es pas en train de t'introduire par effraction. Tu explores ta propre propriété. Chloé prit une profonde inspiration et posa sa main droite sur le scanner. La lumière verte balaya sa paume et pendant un instant, rien ne se passa. Puis le panneau bipa 3 fois et la massive porte en acier émit un sifflement pneumatique. Les verrous se désengagèrent avec une série de clics lourds. La porte s'ouvrit en douceur, révélant l'obscurité au-delà. Chloé dirigea sa lampe de poche à l'intérieur. Le faisceau illumina une petite pièce, peut-être 3 mètres sur 3, avec des étagères métalliques le long de 3 murs. Sur ces étagères se trouvaient des boîtes, des dossiers et des piles de ce qui ressemblait à des documents. Ils entrèrent ensemble. L'air était différent ici. Climatisé et sec. Tout était organisé avec un soin méticuleux. Chloé s'approcha de l'étagère la plus proche et prit un dossier en carton étiqueté « Acte de propriété et titre foncier ». À l'intérieur se trouvaient des documents montrant la propriété de multiples biens, le domaine en Provence, un appartement à Paris, une villa sur la Côte d'Azur, un ranch en Gascogne, tous au nom de Monique, transférés par Jean-Pierre Martin entre 2010 et 2016. « Oh mon Dieu !» souffla Chloé. « Ma grand-mère possédait tout ça. » Le dossier suivant contenait des polices d'assurance. Toutes payées intégralement. Toutes listant Chloé comme bénéficiaire. Assurance vie, assurance habitation, assurance multirisque. La valeur totale lui donna le vertige. 750 000 € sur l'ensemble des polices. Léo avait trouvé autre chose. Un coffret de sécurité. Petit et lourd. Il l'apporta à Chloé. « Je l'ouvre ? Apparemment, tout ce qui est ici est à nous. » « Oui, ouvre-le. » À l'intérieur du coffret se trouvaient des liasses de billets, encore emballés par la banque. Des billets de 100 €, pile après pile. Léo compta rapidement. « Maman, il doit y avoir au moins 50 000 € ici. » Les genoux de Chloé devinrent faibles. Pourquoi garderait-elle autant d'argent liquide? Peut-être qu'elle ne faisait pas confiance aux banques. Peut-être que c'était de l'argent pour les urgences. Léo posa la boîte et s'avança plus loin dans la chambre forte. « Maman, il y a plus ici. » Beaucoup plus. Au fond de la petite chambre forte se trouvait une autre porte. Plus petite mais tout aussi sécurisée. Celle-ci avait une serrure à combinaison, à l'ancienne, avec un cadran rotatif. Collée à la porte, une enveloppe avec le nom de Chloé écrit de la main de sa grand-mère. Les mains de Chloé tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec des chiffres écrits dessus, entre 33 et 17 41 9. Ces chiffres sont pour toi, Chloé. Tout ce qui se trouve derrière cette porte est à toi. Je l'ai gagné honnêtement. Et je te le donne librement. Utilise-le sagement. Utilise-le avec bonté. Laisse-le te libérer comme il n'a jamais pu me libérer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Grand-mère Monique. La vision de Chloé se brouilla de larmes. Léo prit doucement le papier de sa main et s'approcha de la serrure. 33 à droite, dit-il en tournant le cadran. 17 à gauche, 41 à droite, 9 à gauche. La serrure s'ouvrit avec un clic. Léo tira la poignée et la porte s'ouvrit en grand. La pièce au-delà était plus grande que la première chambre forte, peut-être 6 mètres carrés. Mais contrairement au rangement de documents organisés qu'il venait de quitter, cette pièce était remplie de coffres-forts encastrés dans les murs, des dizaines, chacun avec une petite clé en laiton suspendue à sa serrure. Au centre de la pièce se trouvait une table avec un journal en cuir posé dessus. Chloé s'approcha du journal comme s'il pouvait disparaître. Elle l'ouvrit avec précaution. La première page était datée du 5 janvier 2017. « Chloé ne lira jamais ceci de mon vivant », avait écrit Monique. « Ma fierté ne le permettra pas et la colère de Rita ne l'autorisera pas. Mais un jour, quand je serai parti, peut-être qu'elle comprendra. Jean-Pierre m'a donné plus qu'un travail. Il m'a donné la sécurité, le respect, et finalement une fortune que je n'ai jamais demandée, mais que j'ai gagnée par 53 ans de loyauté. Ces boîtes contiennent cette fortune. J'ai tout organisé, tout documenté. Je veux qu'elle sache qu'une femme comme moi, fille d'immigrés avec un brevet des collèges,
a construit quelque chose qui compte. Pas par chance, mais par dévouement. C'est mon héritage. C'est mes excuses. Pour toutes les années où je n'ai pas pu faire partie de sa vie, c'est mon espoir pour son avenir. Chloé ne pouvait plus respirer correctement. Le poids des mots de sa grand-mère pesait sur sa poitrine comme une force physique. Léo se tenait à côté d'elle, lisant par-dessus son épaule, son propre souffle court et saccadé. « On devrait les ouvrir, dit-il doucement. Elle veut qu'on le fasse. C'est pour ça qu'elle a laissé les clés. » Chloé hocha la tête, incapable de parler. Elle s'approcha de la boîte la plus proche, numéro 1, et tourna la petite clé en laiton. La porte s'ouvrit en douceur. À l'intérieur se trouvait un portefeuille en cuir. Elle le porta à la table et l'ouvrit. Des obligations aux porteurs du Trésor français, des dizaines, valant chacune 10 000 euros, émises entre 1975 et 2005. Elle compta rapidement. 200 obligations. 2 millions d'euros dans cette seule boîte. Léo. Sa voix sortit étranglée. Léo, regarde ça. Son fils s'approcha, ses yeux s'écarquillant en voyant les obligations. C'est des vrais? Elles doivent l'être. Elles sont dans une chambre forte. Elles sont organisées. Elle ne put finir sa phrase. La boîte numéro 2 contenait d'autres obligations. Celle-ci de sociétés privées. Des actions de grandes entreprises européennes et internationales, Airbus, LVMH, Total Energy, achetées il y a des décennies quand les prix étaient bas. Un autre million d'euros au moins, peut-être plus, selon leur valeur actuelle. La boîte numéro 3 contenait des certificats d'action, du genre papier à l'ancienne que les entreprises ont cessé d'émettre au début des années 2000. Des certificats pour des entreprises comme Microsoft, Amazon, toutes achetées il y a des décennies. Chloé ne pouvait même pas commencer à calculer leur valeur actuelle. La boîte numéro 4 était remplie de pièces d'or de collection, chacune dans son étui de protection. Des Napoléons, des louis d'or, des centaines, scintillant dans le faisceau de la lampe de poche. « Maman, je pense qu'on doit s'arrêter et appeler quelqu'un, » dit Léo, la voix tremblante. « C'est trop. On pourrait se faire voler ou tuer si quelqu'un savait ça. » Mais Chloé ne pouvait pas s'arrêter. Elle passa à la boîte numéro 5. Des bijoux. Pas de la joaillerie fantaisie, mais des pièces dignes d'un musée. Un collier de diamants avec des pierres de la taille de petits pois, des boucles d'oreilles en émeraude serties de platine, un bracelet de rubis qui ressemblait à du feu liquide. Chaque pièce était enveloppée dans du velours et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Boîte 6, encore des certificats d'action, plus récents, Tesla, Netflix, Google. Monique avait continué à investir jusqu'en 2022 au moins. Boîte 7, des actes de propriété, non seulement ceux que Chloé avait trouvés dans la première chambre forte, mais d'autres. Des immeubles commerciaux à Lyon, des propriétés résidentielles à Tours, des terrains non bâtis en Normandie et en Bretagne, des parcelles et des parcelles de terre, générant toutes des revenus locatifs ou s'appréciant en valeur. Chloé s'assit lourdement par terre, ses jambes ne pouvant plus la supporter. Je ne comprends pas. Comment a-t-elle eu tout ça? Même en travaillant pour Jean-Pierre Martin, même pendant 50 ans, comment? Léo avait retrouvé le journal de Monique. Il feuilleta les pages, balayant rapidement. Maman, écoute ça. C'est de janvier 2001. Jean-Pierre m'a appelé dans son bureau aujourd'hui et m'a dit qu'il faisait de moi une partenaire. Pas dans sa musique, mais dans ses investissements. Il a dit que je gérais les finances de sa maison depuis 29 ans et que je lui avais fait économiser plus d'argent que n'importe quel comptable. Il a dit qu'il me donnait 10% de tout ce qu'il gagnait de ses investissements immobiliers à l'avenir. Je lui ai dit que c'était trop. Il m'a dit de me taire et de signer les papiers. J'ai signé. J'ai pleuré. Il m'a serré dans ses bras et a dit, « Monique, vous êtes la seule personne dans ma vie qui n'a jamais rien demandé. Il est temps que quelqu'un vous donne tout. » Chloé se pressa les mains sur le visage. 10% des investissements immobiliers de Jean-Pierre Martin, composés sur 25 ans. C'était incompréhensible. Ils ouvrirent les boîtes restantes dans un état second. Plus d'actions, plus d'obligations, plus d'or, plus de bijoux, une collection de pièces rares valant des centaines de milliers d'euros à elles seules. Des documents montrant des participations dans diverses entreprises, des droits de propriété intellectuelle sur des chansons que Monique avait apparemment coécrites, ses contributions non créditées mais maintenant légalement documentées. Au moment où ils atteignirent la dernière boîte, la boîte 32,
Chloé avait l'impression de flotter en dehors de son propre corps. Ça ne pouvait pas arriver. Les gens comme elle, les gens qui avaient 3 emplois et s'inquiétaient des factures d'électricité, n'héritaient pas de fortune. Ils héritaient de dettes et de difficultés et peut-être, s'ils avaient de la chance, de quelques milliers d'euros pour alléger le fardeau. La dernière boîte contenait une lettre scellée dans une enveloppe marquée « À lire en dernier ». Les mains de Chloé tremblaient si fort que Léo dut l'ouvrir pour elle. À l'intérieur se trouvait une seule page de l'écriture de Monique, datée du 1er octobre 2025, juste 2 jours avant sa mort. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, tu as ouvert toutes les boîtes. Tu as vu ce que j'ai construit à partir de rien, de chance et de la générosité d'un homme. La valeur totale est d'environ 265 millions d'euros. Oui, tu as bien lu. 265 millions d'euros. Je sais que cela semble impossible. Je sais que tu as peur et que tu es confuse, mais comprends ceci. Chaque centime est légal. Chaque investissement est documenté. Chaque actif a une trace écrite. Les avocats de Jean-Pierre m'ont aidé à tout mettre en place correctement. Les impôts sont payés. Les dossiers sont propres. C'est à toi. Libre de toute charge. Mais ce n'est pas pour l'argent que j'écris cette lettre. J'écris pour te dire que je suis resté dans cette maison pendant 53 ans. Pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Jean-Pierre m'a donné une famille quand la mienne s'est effondrée. Il m'a donné un but quand je me sentais sans valeur. Il m'a donné le respect quand le monde ne me voyait que comme une gouvernante. J'ai gagné cette fortune, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux aussi. J'ai gagné la dignité. Je prie pour que tu utilises cet argent pour trouver ta propre dignité. Pour arrêter de te casser le dos pour des miettes, pour donner à Léo des opportunités que je n'ai jamais pu donner à ta mère, pour être libre de ce genre de pauvreté qui vole les rêves et écrase les esprits. Mais plus que ça, je prie pour que tu te souviennes d'où ça vient. Ça vient de la loyauté. De se présenter chaque jour, de faire le travail invisible qui rend la vie des autres possible, d'être excellente dans quelque chose que le monde pense indigne d'excellence. Tu es ma petite fille. Tu portes mon sang. Je sais que tu as cette même excellence en toi. Utilise cette fortune pour construire quelque chose qui compte. Ne la gaspille pas. Ne la cache pas. Ne la laisse pas faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. Laisse-la te rendre plus de ce que tu es déjà. Je t'aime, Chloé. Je t'ai toujours aimé. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire en personne, mais peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que de cette façon, tu le croiras. Ta grand-mère, Monique Dubois. Chloé s'effondra sur le sol, son corps secoué de sanglots. Léo s'agenouilla à côté d'elle, l'enlaçant, pleurant aussi. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre dans une chambre forte remplie de plus d'argent qu'ils ne pouvaient le comprendre, pleurant une femme qu'ils avaient à peine connue, mais qui les avait aimés, avec une ferveur qui transcendait l'absence. Quand Chloé put enfin respirer à nouveau, elle regarda son fils. « Qu'est-ce qu'on fait, Léo ? Qu'est-ce qu'on fait, bon sang ? » « Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. » Ils restèrent assis en silence, le poids de leur découverte pesant sur eux comme une atmosphère. 265 millions d'euros. Le chiffre était si grand qu'il ne semblait pas réel. C'était comme un mensonge, un rêve, une erreur que quelqu'un allait corriger à tout moment. « Il faut appeler cet avocat, » dit finalement Chloé. Leclerc. Il faut lui dire ce qu'on a trouvé. Et s'il essaie de le prendre ? S'il dit qu'on ne peut pas l'avoir ? Alors on se battra. Mais mamie a dit que c'était documenté. Elle a dit que c'était légal. Nous avons besoin de professionnels pour nous aider à gérer ça. Chloé se leva lentement, les jambes encore tremblantes. Mais d'abord, nous devons tout photographier. Documenter chaque article dans ces boîtes. Et nous devons verrouiller cet endroit avec une sécurité maximale. Ils passèrent les 3 heures suivantes à photographier méthodiquement chaque obligation, chaque certificat d'action, chaque bijou. Léo créa une feuille de calcul sur son téléphone, cataloguant tout ce qu'il trouvait. Quand ils eurent terminé, le soleil se couchait à nouveau, peignant la bibliothèque de nuances d'orange et d'or. Chloé verrouilla la chambre forte intérieure, puis l'extérieur. Ils remirent la bibliothèque en place, et la porte cachée disparut sans laisser de traces dans le mur. Pour quiconque ne savait pas qu'elle était là, la bibliothèque ressemblait à n'importe quelle autre pièce d'un vieux manoir.
Ils retournèrent à leur hôtel en silence, tous deux trop bouleversés pour parler. Dans son sac à main, Chloé portait des copies des documents les plus importants, y compris la dernière lettre de Monique. Le papier semblait peser 1000 kilos. Cette nuit-là, Chloé resta allongée dans son lit, fixant le plafond tandis que Léo dormait dans le lit voisin. Son esprit tournait à plein régime, faisant des calculs impossibles. Avec 265 millions d'euros, elle pourrait rembourser toutes ses dettes. Elle pourrait acheter une maison, une vraie maison avec un jardin et des chambres pour eux deux. Elle pourrait envoyer Léo dans n'importe quelle université du monde. Elle pourrait quitter ses 3 emplois. Elle pourrait respirer. Mais sous l'euphorie se cachait la terreur. Autant d'argent entraînait des responsabilités, des dangers, une cible sur son dos. Des gens tués pour bien moins que ça. Si la mauvaise personne la prenait, cela pourrait les détruire. Elle pensa à sa grand-mère, gardant ce secret pendant des années, vivant simplement dans sa petite chambre tout en étant assise sur une fortune. Monique avait-elle eu peur? S'était-elle sentie seule? Le poids de tout cela avait-il écrasé son esprit même en lui offrant la sécurité? Chloé attrapa son téléphone et regarda les photos qu'ils avaient prises. Elle fit défiler les images d'obligations aux porteurs, de certificats d'action et de bijoux qui scintillaient comme des étoiles capturées. Puis elle s'arrêta sur la photo de la dernière lettre de Monique. Elle la relut, se concentrant sur une ligne. « Laisse-la te rendre plus de ce que tu es déjà. » Qui était-elle? Elle était une mère qui s'épuisait au travail pour subvenir aux besoins de son fils. Elle était une femme que la vie avait mise à terre encore et encore, mais qui se relevait toujours. Elle était quelqu'un qui comprenait la difficulté, qui savait ce que c'était de choisir entre des médicaments et des courses, qui avait appris à tirer sur 1 euro jusqu'à ce qu'il crie. Cet argent ne pouvait pas effacer cette personne. Il ne le devait pas. Ses expériences l'avaient rendue forte, lui avaient appris la valeur des choses, lui avaient donné de l'empathie pour tous ceux qui luttaient pour survivre. Elle posa le téléphone et ferma les yeux. Demain, elle appellerait Leclerc. Demain, elle commencerait le processus de réclamation de cet héritage correctement, légalement, en toute sécurité. Demain, elle commencerait la tâche impossible d'apprendre à être riche. Mais ce soir, elle était encore Chloé Dubois, mère célibataire, cumulant 3 emplois, une femme qui avait payé 75 € pour une voiture de location et considérait cela comme une folie. Ce soir, elle était encore elle-même, et d'une certaine manière, cela semblait être la chose la plus précieuse qu'elle possédait. L'appel à Pierre Leclerc eut lieu à 7 h du matin, 3 jours après la découverte de la chambre forte. Chloé avait à peine dormi en 72 heures. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait ses obligations au porteur, ses certificats d'action. Ce chiffre, 265 millions d'euros. Il tournait en boucle dans son esprit comme une chanson dont elle ne pouvait s'échapper. « Maître Leclerc », dit-elle quand il répondit, sa voix rauque d'épuisement. « C'est Chloé Dubois. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. » Il y eut une pause. « Est-ce que tout va bien avec la propriété ? » La propriété va bien. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de la propriété dont nous devons discuter en personne, en privé. Une autre pause, plus longue cette fois. Je peux libérer mon après-midi. 14 h. J'y serai. Chloé et Léo firent le trajet jusqu'à Lyon dans un silence quasi total. Ils avaient quitté l'hôtel ce matin-là, payé en espèces, et n'avaient dit à personne où ils allaient. La paranoïa s'était rapidement installée. Chloé n'arrêtait pas de vérifier le rétroviseur pour voir si des voitures les suivaient. Léo avait désactivé les services de localisation sur leurs 2 téléphones. Ils avaient regardé assez de documentaires criminels pour savoir qu'autant d'argent faisait 2 des cibles. Le cabinet de Leclerc se trouvait dans un bâtiment historique du centre-ville, tout en marbre et en bois sombre, et de ce genre de silence que l'argent achète. La réceptionniste les conduisit à une salle de conférence avec vue sur la ville. Leclerc entra quelques instants plus tard, fermant la porte derrière lui. « Mademoiselle Dubois, Léo. » Il leur serra la main, sa poignée ferme, mais ses yeux curieux. « Vous sembliez angoissé au téléphone. Que s'est-il passé ?» Chloé sortit un dossier de son sac et le fit glisser sur la table polie. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout ce qu'ils avaient trouvé. Des photographies des obligations, des actions, des bijoux, des actes de propriété. Elle avait imprimé la dernière lettre de Monique et l'avait incluse à la fin. Leclerc ouvrit le dossier. Son expression resta neutre alors qu'il parcourait les premières pages.
Puis ses sourcils se haussèrent. Puis sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Au moment où il atteignit la lettre, ses mains tremblaient. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Je n'en avais aucune idée. Monique ne m'a jamais rien dit de tout ça. »« Alors, c'est vrai ?» La voix de Chloé se brisa. « C'est légal ?» Leclerc leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle vit une émotion sincère sur son visage. « Si ces documents sont authentiques, et je n'ai aucune raison de croire qu'ils ne le sont pas, alors oui, c'est très réel, et oui, c'est légal. » La succession de Jean-Pierre Martin a été réglée il y a des années. Ses actifs étaient déjà séparés, déjà transférés à Monique de son vivant. Ils ne font pas partie de sa succession. Ils font partie de la sienne. Ce qui signifie qu'ils font maintenant partie de la vôtre. La tête de Chloé tourna. Elle s'agrippa au bord de la table. 265 millions d'euros. Au moins, dit Leclerc doucement. Certaines de ces actions se sont divisées plusieurs fois depuis le rachat. L'immobilier s'est considérablement apprécié. Rien que les bijoux pourraient valoir des dizaines de millions selon leur qualité et leur provenance. Il referma le dossier avec soin. Mademoiselle Dubois, vous n'êtes pas seulement riche. Vous êtes l'une des femmes les plus riches de France. La pièce bascula. Chloé sentit la main de Léo sur son épaule, la stabilisant. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura-t-elle. « Comment est-ce que je commence même à gérer quelque chose comme ça ?» Leclerc se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. « D'abord, nous devons tout vérifier. Chaque obligation, chaque certificat, chaque acte. Nous devrons faire appel à des spécialistes, des experts, des comptables, des avocats fiscalistes. Cela prendra des mois pour tout cataloguer et évaluer complètement. Deuxièmement, il se retourna pour lui faire face. Nous devons garder cela secret. Dès que la nouvelle se saura, vous serez inondé de gens voulant une part du gâteau. Des membres de la famille que vous n'avez jamais rencontrés, des conseillers en investissement promettant des rendements garantis, des œuvres de charité avec des causes convaincantes, sans parler des criminels qui pourraient vous voir comme une cible. » L'estomac de Chloé se noua. « Sommes-nous en danger ? » Pas immédiatement, mais une fortune de cette ampleur nécessite de la sécurité. Sécurité personnelle, sécurité numérique, sécurité juridique. Il retourna à sa place. « Je dois vous demander quelque chose, mademoiselle Dubois. Êtes-vous préparée à ce qui va suivre ? Car une fois que nous aurons commencé ce processus, votre vie ne sera plus jamais la même. Tout change. Absolument tout. » Chloé regarda Léo, qui la regarda en retour avec des yeux remplis de peur et d'espoir à parts égales. Elle pensa à leur appartement à Tours, à ses 3 emplois, à la facture d'électricité et à la vie de loyer, et à l'épuisement incessant de la pauvreté. Elle pensa à Monique passant 53 ans dans ce manoir, construisant cette fortune discrètement, attendant le jour où elle pourrait libérer quelqu'un. « Je suis prête, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. Dites-moi ce que nous devons faire. » Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'examens de documents et d'anxiété croissante. Leclerc constitua une équipe. Une comptable judiciaire nommée Patricia Lou qui vérifia chaque instrument financier, un avocat spécialisé en succession nommé Gérald Moss qui confirma le transfert légal des actifs, et un consultant en sécurité privée nommé Nicolas Dupont qui fit sentir à Chloé à la fois plus en sécurité et plus paranoïaque. Ils travaillèrent en secret, se réunissant dans le bureau de Leclerc après les heures de bureau, communiquant par email crypté. Les obligations étaient authentiques. Les actions étaient réelles. Les bijoux étaient authentiques. Chaque article dans ces coffres était exactement ce qu'il semblait être. La valeur totale, après une évaluation appropriée et en tenant compte de l'appréciation, s'élevait à 287 millions d'euros. 287 millions d'euros. Chloé cessa d'être capable de traiter le chiffre. Il était trop grand, trop abstrait. Elle essaya de le décomposer en termes qu'elle pouvait comprendre. C'était assez pour acheter son immeuble 95 fois. C'était assez pour payer les frais de scolarité de 3000 étudiants. C'était plus d'argent que toutes les personnes qu'elle avait jamais connues réunies ne gagneraient de toute leur vie. Patricia Lou, la comptable, lui montra des feuilles de calcul et des projections. Même si vous ne touchez jamais au capital, expliqua-t-elle, des investissements conservateurs généreront environ 8 millions d'euros par an en revenus passifs. C'est environ 667 000 euros par mois,
22 000 € par jour. Vous pourriez dépenser 1 000 € chaque heure de chaque jour pour le reste de votre vie et mourir encore plus riche que vous ne l'êtes maintenant. Chloé dut quitter la pièce. Elle se tint dans le couloir du cabinet de Leclerc, s'appuyant contre le mur, respirant profondément. Léo la trouva là. « Maman, ça va ? » « Je ne sais pas comment être cette personne, dit-elle. Je ne sais pas comment être quelqu'un avec 287 millions d'euros. J'ai encore un mouvement de recul quand j'achète des céréales de marque au lieu de la marque distributeur. » Léo resta silencieux un moment. Puis il dit quelque chose qui la surprit. « Peut-être que tu n'as pas à devenir quelqu'un de différent. Peut-être que tu peux juste être toi, mais sans avoir peur tout le temps. » Elle regarda son fils, cet adolescent de 15 ans qui avait grandi trop vite, qui avait appris à s'inquiéter de l'argent avant d'apprendre à conduire. « Quand es-tu devenu si sage ? » J'ai eu un bon professeur. Il gardait encore tout secret, vivait toujours dans leur appartement de Tours, maintenant toujours l'apparence d'une vie normale. Chloé s'était déclarée malade à ses 3 emplois, prétextant une grippe. Elle savait qu'elle devrait finir par démissionner, mais l'idée la terrifiait. Ces emplois, aussi horribles soient-ils, représentaient son identité. Sans eux, qui était-elle ? Le secret dura exactement 16 jours. Chloé était au supermarché, achetant les mêmes marques distributeurs qu'elle achetait toujours par habitude, quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Est-ce bien Chloé Dubois ? Une voix de femme. Professionnelle mais légèrement essoufflée. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Jennifer Hall. Je suis journaliste au Progrès de Lyon. J'aimerais vous poser quelques questions sur la succession que vous avez héritée de Monique Dubois et son lien avec Jean-Pierre Martin. Le sang de Chloé se glaça. Je n'ai aucun commentaire à faire. Mademoiselle Dubois, nous publions demain un article sur un héritage substantiel lié à la succession de Jean-Pierre Martin. Nous avons confirmé par les registres publics que vous êtes l'unique héritière des biens de Monique Dubois. Nous aimerions vous donner l'occasion de donner votre version des faits avant de publier. Comment avez-vous su ? Les registres fonciers sont publics, Mademoiselle Dubois. Le testament de votre grand-mère a été déposé au tribunal. Une fois que nous avons commencé à creuser, les liens sont devenus évidents. Nous travaillons sur cette histoire depuis une semaine. Chloé raccrocha. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine composer le numéro de Leclerc. Il répondit à la première sonnerie. « C'est sorti, dit-elle. Les médias savent. » Que savent-ils ? Ils savent pour la succession. Ils savent que ma grand-mère travaillait pour Jean-Pierre. Il publie un article demain. Leclerc jura, ce qu'elle ne l'avait jamais entendu faire. Venez à mon bureau maintenant et ne parlez à personne. Ni journaliste, ni voisin, personne. L'article parut sur Internet cette nuit-là, avant même la sortie de l'édition papier. Le titre disait « Une héritière mystère hérite du domaine caché d'une légende de la chanson. La petite fille de la gouvernante de Jean-Pierre Martin reçoit un manoir et une fortune inconnue. » L'histoire était principalement de la spéculation. Ils ne savaient rien de la chambre forte ou de la valeur réelle de l'héritage, mais ils en savaient assez. En quelques heures, le téléphone de Chloé fut inondé d'appels et de SMS de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Ses comptes de réseaux sociaux, qu'elle utilisait à peine, explosèrent de demandes d'amis et de messages. Des journalistes se présentèrent à son immeuble, campant sur le parking. Puis vinrent les menaces. La première était un email de quelqu'un prétendant être le cousin au 2e degré de Jean-Pierre Martin. Cet argent appartient de droit à la famille de Jean-Pierre. Votre grand-mère l'a volé pendant des années. On se verra au tribunal. Une autre arriva via Facebook Messenger. Tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas travaillé pour. C'est à cause de gens comme toi que ce pays s'effondre. Un message vocal, confus et en colère. Tu ferais mieux de faire attention. De l'argent comme ça fait tuer des gens. Nicolas Dupont, le consultant en sécurité, installa Chloé et Léo dans un hôtel sous de faux noms. Il installa des systèmes de sécurité dans leur appartement et organisa une surveillance 24h24 et 7h7. Il expliqua calmement mais fermement qu'ils étaient désormais des cibles pour tout, des poursuites judiciaires aux enlèvements. C'est temporaire, dit-il. Une fois que les choses se seront calmées, une fois que vous aurez décidé où vous voulez vivre de façon permanente,
nous établirons des protocoles de sécurité appropriés. Mais pour l'instant, vous devez rester à l'abri des regards. Chloé était assise dans la chambre d'hôtel anonyme, regardant les reportages sur sa propre vie à la télévision. Il montrait des photos du manoir de Valvert-sur-Durance, des images aériennes prises par un drone. Ils interviewaient des gens du village qui se souvenaient de Monique. Elle était si discrète, disait une femme. Ne faisait jamais d'histoire. Qui aurait cru qu'elle était assise sur une fortune? Ils trouvèrent des photos de Chloé de son album de lycée, de ses comptes de réseaux sociaux. Ils parlèrent de ses 3 emplois, de sa lutte en tant que mère célibataire. Certains commentateurs qualifièrent son histoire d'inspirante. D'autres suggérèrent qu'elle ne le méritait pas, que l'argent devrait aller aux enfants survivants de Jean-Pierre Martin ou à des œuvres de charité. Léo regardait avec elle, le visage pâle. « Maman, j'ai peur. » Elle le serra contre elle. « Moi aussi, mon chéri. Moi aussi. » Le procès commença le 3e jour. Les enfants adultes de Jean-Pierre Martin issus de ses précédents mariages déposèrent une plainte, arguant que leur père avait été indûment influencé par Monique et que le transfert d'actifs constituait un vol. La plainte était sans fondement. Leclerc le prouva avec des horodatages et des documents montrant que tout avait été fait légalement et en toute transparence, mais cela bloqua des actifs et fit les gros titres. Un homme prétendant être le neveu de Monique issu de son premier mariage se manifesta, réclamant sa part de l'argent familial. Une autre femme, supposément une cousine éloignée, déposa des documents affirmant que Chloé n'était pas réellement la petite-fille de Monique et exigeant un test ADN. L'examen minutieux était suffocant. Chaque transaction financière que Chloé avait jamais faite devenait soudainement pertinente. Une vieille dette de carte de crédit de ses 20 ans devint un article de presse, l'héritière mystère a un passé de problèmes financiers. Le fait qu'elle ait une fois déposé un dossier de surendettement après le traitement du cancer de sa mère fut présenté comme une preuve de mauvais jugement. Des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années sortirent du bois. Les vieux amis de sa mère, des parents éloignés qu'elle avait rencontrés une fois à un enterrement, d'anciens voisins, tous se souvenaient soudain de leur relation étroite avec Chloé et Monique. Tous avaient la main tendue. Le point de rupture arriva un mardi matin, 11 jours après la publication de l'article. Chloé était dans le bureau de Leclerc, examinant un autre procès frivole, lorsque Patricia Lou entra en courant, son ordinateur portable à la main. « Vous devez voir ça, dit-elle, tournant l'écran vers eux. » C'était un article de fond d'un journaliste d'investigation qui avait passé la dernière semaine et demie à fouiller dans l'historique financier de Jean-Pierre Martin. L'article exposait tout. L'accord de partenariat de 2001, les investissements immobiliers, le transfert systématique de richesses sur 25 ans. Il calculait les avoirs de Monique et estimait la valeur de sa succession entre 250 et 300 millions d'euros. L'article était en fait sympathique. Il dépeignait Monique comme une femme d'affaires avisée qui avait gagné chaque centime grâce à des décennies de loyauté et d'investissement intelligents. Il incluait des citations de personnes qu'il avait connues. Toutes louaient son éthique de travail et son intégrité. Mais il rendait aussi l'héritage de Chloé très, très public. « Tout le monde sait maintenant, dit Chloé doucement. Tout le monde sait exactement combien j'ai hérité. » Leclerc hocha la tête d'un air sombre. Ce qui signifie que chaque opportuniste, chaque escroc, chaque personne avec une histoire triste et une main tendue viendra vous chercher. Nous devons prendre une décision, Chloé. Nous ne pouvons pas continuer à jouer en défense. Nous devons passer à l'offensive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez raconter votre histoire, selon vos propres termes. Contrôlez le récit avant que le récit ne vous contrôle. Chloé passa les 2 jours suivants à se préparer pour une seule interview avec un journaliste respecté pour le journal de 20 heures de France 2. Leclerc la coacha. Des consultants en médias l'entraînèrent sur le message, et Nicolas Dupont inspecta le studio pour les menaces de sécurité avant même qu'elle n'entre. L'interview fut diffusée un dimanche soir. Chloé était assise en face du journaliste, une femme nommée Diane Morrison, et dit la vérité. Elle parla de sa grand-mère, du fait d'avoir grandi sans la connaître, de la brouille qui avait défini sa famille. Elle décrivit la découverte du manoir, de la chambre forte, la lecture de la dernière lettre de Monique. « Je ne m'attendais jamais à ça, dit Chloé, sa voix stable malgré ses nerfs. J'ai hérité du travail de toute une vie d'une femme. Elle a gagné chaque euro grâce à 53 ans de dévouement et de loyauté. Jean-Pierre Martin a récompensé cette loyauté par un partenariat, des opportunités d'investissement. Tout était légal. Tout était documenté.
Ce n'était pas un coup de chance. C'était la compensation pour une vie de service. Que ferez-vous de cette fortune? Demanda Diane. Chloé avait réfléchi à cette question pendant des jours. Je vais honorer l'héritage de ma grand-mère et la générosité de Jean-Pierre Martin. Je vais créer une fondation qui aide les travailleurs, en particulier les mères célibataires, à s'en sortir. Pas par des aumônes, mais par des opportunités, éducation, aide, prêt aux petites entreprises, soutien au logement. Ma grand-mère a passé sa vie à faciliter la vie de quelqu'un d'autre. Je veux passer la mienne à faire de même pour les autres. Et le manoir? Je vais le transformer en musée. Un endroit où les gens pourront découvrir la vie de Jean-Pierre Martin, sa musique, son impact, mais aussi un endroit qui honore les travailleurs invisibles qui rendent les grandes vies possibles. Les gouvernantes, les assistants, les gens en coulisses. L'histoire de ma grand-mère compte. Des histoires comme la sienne comptent. L'interview changea tout. Le ton de la couverture médiatique changea. Au lieu des « héritière mystère », elle devint la « mère courage qui hérite d'une responsabilité ». Les procès frivoles commencèrent à s'effondrer alors que l'opinion publique se retournait contre les opportunistes. Les enfants de Jean-Pierre Martin, faisant face à des réactions négatives pour leur action en justice, abandonnèrent discrètement leur plainte et publièrent une déclaration soutenant les projets de Chloé pour le musée. Mais la pression ne disparut pas. Elle changea simplement de forme. Maintenant, Chloé faisait face à un autre type d'examen. Le jugement de personnes qui pensaient mieux savoir ce qu'il fallait faire avec l'argent. Des conseillers financiers la démarchaient avec des plans d'investissement. Des organisations à but non lucratif envoyaient des lettres déchirantes sur des enfants, des causes et des besoins désespérés. Des amis et des connaissances qu'elle avait perdus de vue depuis des années réapparurent soudainement. Tous avec des problèmes que l'argent pouvait résoudre. Léo changea aussi. D'abord subtilement, puis plus évidemment. Il commença à rechercher des universités coûteuses, à parler d'opportunités qui avaient toujours été impossibles à atteindre. Il demanda s'il pouvait déménager dans un meilleur quartier, s'il pouvait avoir une voiture, s'il pouvait prendre de vraies vacances. Un soir, 3 semaines après la diffusion de l'interview, Chloé le trouva en train de regarder des montres de luxe sur son téléphone. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» Il leva les yeux, sur la défensive. « Je regarde juste. » On peut se le permettre maintenant, non? On peut tout se permettre. Viens ici. Elle s'assit sur le canapé, tapotant la place à côté d'elle. Il la rejoignit à contre-cœur. Mon chéri, écoute-moi. Oui, nous avons de l'argent maintenant. Plus d'argent que nous ne pourrons en dépenser en 10 vies. Mais ça ne veut pas dire que nous devons devenir des personnes différentes. Pourquoi pas? Pourquoi ne devrions-nous pas en profiter? Tu t'es tué au travail toute ma vie. Tu ne veux pas arrêter de galérer? Je veux arrêter de galérer, mais je ne veux pas devenir quelqu'un qui oublie ce que c'est que de galérer. Ta grand-mère a eu cet argent pendant des années, Léo. Des années. Et elle vivait dans une petite chambre dans ce manoir, conduisait une vieille Citroën 2CV et découpait des coupons dans le journal du dimanche. Tu sais pourquoi? Léo secoua la tête. Parce que l'argent n'était pas le but, la dignité l'était. Elle n'a pas laissé la richesse la définir. Elle a défini la richesse par la façon dont elle l'a gagnée et ce qu'elle en a fait. C'est ce que je veux pour nous. Je veux que nous soyons en sécurité, à l'aise, que nous ayons des opportunités, mais je ne veux pas que nous devenions des gens qui mesurent la valeur en euros. Léo resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Je veux juste que tu sois heureuse, maman. Tu as été triste toute ma vie. Même quand tu faisais semblant de ne pas l'être. Tu mérites d'être heureuse. » La gorge de Chloé se serra. « J'y arrive, mon chéri. J'y arrive. » Elle travaillait avec l'équipe de Leclerc pour créer la fondation, pour mettre en place des fiducies qui protégeraient leurs actifs, pour créer des structures qui assureraient que l'argent ferait du bon travail longtemps après son départ. Patricia Lou avait créé un plan financier à la fois conservateur et généreux. Assez pour vivre confortablement sans excès, assez pour donner de manière significative sans épuiser les ressources, assez pour investir judicieusement sans courir après les rendements. Chloé acheta une maison. Pas un manoir, juste une maison normale dans un bon quartier avec un jardin, un garage et assez d'espace pour eux deux. Elle coûta 350 000 € et elle paya comptant. L'agent immobilier essayait sans cesse de lui montrer des propriétés à plusieurs millions.
Mais Chloé savait ce qu'elle voulait. Elle voulait un foyer, pas une déclaration. Elle quitta ses emplois. C'était la partie la plus difficile. Quitter l'entrepôt, le service de nettoyage de bureau, le bistrot, c'était comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en dessous. Ces emplois avaient été son identité pendant si longtemps. Mais le dernier jour à l'entrepôt, Stéphane Leroy, le superviseur qu'il avait toujours traité comme si elle était remplaçable, lui serra la main et dit « Vous faites une erreur en quittant un travail stable. Cet argent ne durera pas éternellement. » Chloé avait souri. « Vous avez raison. L'argent ne dure pas éternellement, mais la dignité, si. » Elle inscrivit Léo dans une école privée pour l'année suivante, non pas parce que l'école publique n'était pas assez bonne, mais parce qu'il avait mérité l'opportunité d'apprendre dans des classes plus petites avec plus de ressources. Elle mit en place une fiducie qui paierait ses études universitaires, son master s'il le voulait, et même sa première maison un jour. Mais elle s'assura aussi qu'il comprenne qu'il aurait toujours des jobs d'été, qu'il apprendrait toujours la valeur de gagner son propre argent, qu'il comprendrait toujours que le privilège s'accompagne de responsabilités. Le projet du musée consumait son attention. Elle travaillait avec des historiens et des archivistes pour préserver les souvenirs de Jean-Pierre Martin, avec des architectes pour restaurer le manoir sans effacer son caractère, avec des designers pour créer des expositions qui racontaient toute l'histoire, non seulement d'une légende de la musique, mais de la femme qui s'était tenue à ses côtés pendant plus de 5 décennies. Elle trouva d'autres lettres en cataloguant le contenu du manoir. Des lettres entre Jean-Pierre et Monique qui révélaient la profondeur de leur amitié, le respect qu'il avait pour son jugement, la façon dont elle était devenue la seule personne dans sa vie qui ne voulait rien de lui, sauf son bien-être. Une lettre datée du 7 mai 2013 fit tout comprendre à Chloé. Jean-Pierre avait écrit « Monique, je pense à l'héritage. Pas la musique qui me survivra, que je le veuille ou non, mais le véritable héritage, celui qui change des vies individuelles. Vous avez changé la mienne. Vous m'avez montré que la loyauté ne s'achète pas, elle se mérite. Que le respect va dans les deux sens, quels que soient les titres de poste. Que les gens qui travaillent le plus dur sont souvent ceux que le monde valorise le moins. Je veux que votre petite fille sache cela. Un jour, quand je serai parti et que vous serez parti, je veux qu'elle hérite de cette maison et qu'elle sache que sa grand-mère était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais connues. Je veux qu'elle comprenne que le succès n'est pas une question de célébrité ou de fortune. C'est d'être excellent dans tout ce que vous faites, que ce soit écrire des chansons ou tenir une maison. Votre excellence m'a inspiré pendant 41 ans. J'espère qu'elle l'inspirera aussi. Chloé s'assit dans la bibliothèque où elle avait trouvé la chambre forte cachée et pleura. Elle comprenait enfin. Jean-Pierre n'avait pas laissé cette fortune à Monique par culpabilité ou obligation. Il l'avait fait par respect sincère, par une amitié qui avait duré plus longtemps que la plupart des mariages, par la conviction que les gens qui faisaient le travail invisible méritaient d'être vus. Et Monique n'avait pas thésaurisé cette fortune. Elle l'avait investie, fait fructifier et soigneusement préservée pour quelqu'un qui comprendrait sa vraie valeur. Pas les euros, mais la dignité derrière eux. Chloé commençait à comprendre qu'elle n'héritait pas seulement d'argent. Elle héritait d'une responsabilité d'honorer ce que cet argent représentait. Chaque certificat d'action était un rappel que la loyauté compte. Chaque acte de propriété était la preuve que faire un excellent travail, même un travail que le monde ignore, a de la valeur. Chaque obligation au porteur était un témoignage de la vérité qu'il n'est pas nécessaire d'être célèbre pour être important. Elle se tenait devant le manoir un soir, regardant le coucher de soleil peindre les murs de pierre en or. Les équipes de construction commençaient le travail la semaine suivante, entamant la restauration qui transformerait ce domaine oublié en un lieu d'apprentissage et de mémoire. Le musée ouvrirait dans 2 ans, peut-être 3. Il raconterait l'histoire de Jean-Pierre Martin, mais il raconterait aussi celle de Monique. Et peut-être, d'une petite manière, cela changerait la façon dont les gens pensent aux travailleurs invisibles qui font tourner le monde. Léo la rejoignit sur la pelouse. « Tu penses que mamie serait fière ?» Chloé sourit. « Je pense qu'elle me dirait que je réfléchis trop et que je devrais me remettre au travail. »« Ça te ressemble ?» ?»« Oui, » dit Chloé doucement. « Je suppose que oui. » Ils se tinrent ensemble alors que la nuit tombait sur les collines de Provence. 2 personnes qui avaient été fauchées, effrayées et fatiguées, se tenant maintenant sur une terre qu'ils possédaient, regardant un avenir qu'ils pouvaient réellement planifier. L'argent ne les avait pas rendus différents. Il les avait simplement rendus les personnes qu'ils avaient toujours eu le potentiel d'être, si la pauvreté n'avait pas été un obstacle. Et ça, réalisa Chloé,
c'était le véritable héritage. Pas les euros dans la chambre forte, mais la permission de devenir qui vous étiez censé être depuis le début. La transformation s'est produite lentement, puis d'un seul coup. 6 mois après que l'héritage soit devenu public, Chloé se tenait dans le grand hall du manoir et se reconnaissait à peine. Non pas parce qu'elle avait l'air différente, elle portait toujours des jeans et des bottes de travail, attachait toujours ses cheveux en une queue de cheval pratique, préférait toujours le fonctionnel à la mode. Mais le poids qu'elle avait porté pendant 15 ans, l'épuisement qui avait vécu dans ses os comme une condition permanente, s'était enfin levé. Elle ne survivait plus. Elle construisait. La Fondation Jean-Pierre Martin pour le patrimoine fut lancée un froid matin de janvier avec une conférence de presse tenue ici même, dans ce hall. Les médias locaux vinrent. Les chaînes nationales envoyèrent des correspondants. Et à la surprise de Chloé, plusieurs membres de la famille de Jean-Pierre Martin étaient présents pour montrer leur soutien. Sa fille issue de son 4e mariage, une femme nommée Valérie qui avait la cinquantaine bien entamée, s'approcha de Chloé avant que les caméras ne commencent à tourner. « Je veux m'excuser », dit Valérie doucement. « Pour le procès, pour avoir douté de vous. Mon père parlait tout le temps de Monique. Il l'appelait sa conscience. Il disait qu'elle le gardait les pieds sur terre quand la célébrité essayait de l'éloigner de ce qui comptait. S'il voulait qu'elle ait ça, alors vous devriez l'avoir aussi. » Chloé lui serra la main, retenant ses larmes. « Merci. Ça signifie plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous faites ici, » Valérie fit un geste autour du hall, transformer cet endroit en quelque chose qui aide les gens. Papa aurait adoré. Il disait toujours que la musique, c'était le lien, c'était faire en sorte que les gens se sentent moins seuls. Vous continuez ça d'une manière différente. La mission de la Fondation était simple mais complète, offrir des opportunités et de la dignité aux familles de travailleurs par le biais de l'éducation, de l'aide au logement et de programmes d'éducation financière. Chloé avait travaillé avec des consultants en organisation à but non lucratif pendant des mois pour la structurer correctement, pour s'assurer que l'argent serait utilisé de manière efficace et éthique. Elle avait créé une dotation de 75 millions d'euros, assez pour financer les opérations à perpétuité tout en la laissant personnellement riche au-delà de toute mesure. La première initiative fut le fonds de bourse pour parents isolés. Chloé se souvenait trop bien de ce que c'était de voir les opportunités s'envoler parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les frais de scolarité, pour les livres, pour le temps loin du travail que l'éducation exigeait. Le fonds fournirait des bourses complètes aux parents isolés poursuivant une formation professionnelle, un BTS ou une licence, ainsi que des allocations pour la garde d'enfants et les frais de subsistance. L'éducation a changé la trajectoire de mon fils, déclara Chloé aux journalistes réunis lors de la conférence de presse. Mais j'ai failli ne pas pouvoir le maintenir à l'école. Nous sommes passés si près de son abandon, tant de fois, non pas parce qu'il n'était pas brillant, mais parce que nous étions fauchés. Aucun parent ne devrait avoir à choisir entre l'éducation de son enfant et garder les lumières allumées. Personne ne devrait avoir à sacrifier sa propre éducation parce qu'il essaie de nourrir sa famille. Moins de 3 semaines après l'annonce du fonds, ils reçurent plus de 8000 candidatures. Chloé était assise dans la bibliothèque du manoir, maintenant convertie en siège de la Fondation, lisant histoire après histoire qui aurait pu être la sienne. Des mères célibataires travaillant de nuit. Des pères célibataires jonglant avec 3 emplois. Des parents qui avaient mis leurs rêves en attente pendant des années, parfois des décennies, pour assurer la survie de leurs enfants. Le comité de sélection, présidé par Chloé, choisit les 200 premiers lauréats. Ils représentaient chaque région, chaque origine, chaque type de difficulté. Une femme de 38 ans dans l'Ohio qui nettoyait des bureaux depuis 15 ans et voulait devenir hygiéniste dentaire. Un homme de 42 ans au Texas qui travaillait dans la construction depuis ses 16 ans et rêvait de devenir architecte. Une mère de 3 enfants de 29 ans dans le Maine qui voulait terminer le diplôme d'infirmière qu'elle avait abandonné quand son mari était parti. Chloé appela personnellement chaque lauréat. Ses appels téléphoniques devinrent la meilleure partie de sa semaine. Allô? Est-ce que je parle à Jennifer? Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Chloé Dubois. J'appelle de la Fondation Jean-Pierre Martin pour le patrimoine. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour recevoir une bourse complète. Silence, puis des sanglots. À chaque fois, des sanglots. Vous êtes sérieuse? C'est vrai? C'est vrai. Nous allons couvrir vos frais de scolarité, vos livres, votre garde d'enfants, et nous fournissons une allocation mensuelle pour les frais de subsistance. Vous allez obtenir votre diplôme, Jennifer.
Vous allez construire la vie pour laquelle vous avez travaillé. Encore des sanglots. Je ne sais pas quoi dire. Merci, mon Dieu. Merci. Vous n'avez pas à me remercier. Promettez-moi juste que vous vous souviendrez de ce que ça fait. Et qu'un jour, quand vous le pourrez, vous aiderez quelqu'un d'autre qui est là où vous êtes maintenant. Je le promets. Je le jure. Je le promets. Ces appels soutenaient Chloé dans les moments difficiles de la transformation. Car la reconstruction du manoir était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu, tant physiquement qu'émotionnellement. Chaque pièce contenait des souvenirs de sa grand-mère, des échos d'une vie que Chloé n'avait jamais connue. L'équipe de restauration trouva les empreintes de Monique dans des endroits inattendus, des notes cachées derrière des plaintes, des mesures crayonnées sur les murs des placards, de petites réparations faites avec un soin évident. Dans la cuisine, derrière un carreau descellé, ils trouvèrent une photographie de Chloé en bas âge, soigneusement conservée dans une pochette en plastique. Au dos, de l'écriture de Monique, ma petite fille, Chloé Elisabeth Dubois, 2 ans. Je l'aime plus qu'elle ne le saura jamais. Chloé dut quitter le manoir ce jour-là. Elle conduisit sans but à travers la campagne provençale, pleurant si fort qu'elle dut s'arrêter 2 fois. La perte de ce qui aurait pu être une relation avec cette femme qu'il avait aimée de loin lui semblait écrasante. Toutes ces années perdues à cause de la fierté, à cause de ce qui s'était brisé entre sa mère et sa grand-mère. Toutes ces années que Monique avait passées dans cette maison, regardant cette photo, aimant un enfant qu'elle ne pouvait pas atteindre. Mais le deuil nourrissait son but. Chaque bourse qu'elle accordait, chaque famille qu'elle aidait, c'était comme honorer la mémoire de Monique, comme dire à sa grand-mère, « Je comprends maintenant. Je comprends que l'amour n'est pas toujours présent. Parfois, c'est une fortune cachée dans une chambre forte, attendant le moment où elle peut tout changer. » La partie musée du manoir ouvrit par phase. Le studio de musique devint une exposition interactive où les visiteurs pouvaient essayer des instruments, s'enregistrer en chantant des chansons de Jean-Pierre Martin et en apprendre davantage sur l'art de la composition. Le salon formel devint une galerie, présentant ses récompenses, ses costumes et des souvenirs de ses 60 ans de carrière. Mais Chloé insista sur quelque chose de non conventionnel. Une aile entière dédiée aux gens en coulisses. L'exposition, Les Travailleurs de l'ombre, présentait des photographies et des histoires de gouvernantes, d'assistants, de rodis, de techniciens du son, de choristes et de toutes les autres personnes dont les noms n'apparaissaient jamais sur les pochettes d'albums, mais dont le travail rendait la musique possible. L'histoire de Monique y était, racontée honnêtement et complètement, mais aussi des dizaines d'autres. Léo suggéra d'inclure des éléments interactifs. Fais-les vraiment faire le travail, dit-il. Laisse-les essayer de nettoyer un manoir de 1100 mètres carrés en une journée. Laisse-les gérer un calendrier de tournée. Laisse-les voir à quel point c'est difficile. L'idée évolua vers le centre d'expérience où les visiteurs pouvaient passer du temps dans des simulations réalistes de divers emplois en coulisses. Ce devint la partie la plus populaire du musée. Les gens repartaient avec une nouvelle appréciation pour un travail qu'ils avaient toujours tenu pour acquis. Le programme d'éducation musicale fut lancé ce printemps-là. Chloé s'associa avec des écoles de zones défavorisées en Normandie, en Bretagne et dans les pays de la Loire, fournissant des instruments, des cours et des opportunités de performance aux élèves qui n'auraient jamais eu accès à l'éducation musicale autrement. Ils l'appelèrent l'initiative artistique Monique Dubois. Ma grand-mère croyait en l'excellence, dit Chloé au premier groupe d'élèves qui reçurent des instruments. Elle croyait que quoi que vous fassiez, vous devriez le faire avec fierté et compétence. La musique enseigne cela. Elle enseigne la discipline, la créativité, la collaboration. Mais plus important encore, elle vous enseigne que vous avez quelque chose de précieux à apporter au monde. Une fille, peut-être de 12 ans, leva la main. Mademoiselle Dubois, est-ce vrai que vous étiez pauvre avant? Chloé sourit. Oui, très pauvre. Il y a eu des moments où nous mangions des pâtes instantanées à chaque repas parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Mais maintenant vous êtes riche. Maintenant, j'ai de l'argent, oui. Mais être riche, c'est autre chose. La richesse, c'est plus que votre compte en banque. C'est le but, les relations, le fait de savoir que vous comptez. Vous sentiez-vous riche quand vous étiez pauvre? Chloé considéra la question sérieusement. Parfois. Quand mon fils ramenait un bon bulletin, je me sentais riche. Quand nous rions ensemble, même si les choses étaient difficiles, je me sentais riche. L'argent a facilité ma vie, mais il ne m'a pas rendue précieuse. J'ai toujours été précieuse.
Je ne le savais juste pas encore. Léo avait changé de manière à la fois attendue et surprenante. Il s'était inscrit à l'école privée que Chloé avait choisie, mais il avait aussi insisté pour trouver un travail à temps partiel dans une librairie locale. « J'ai besoin de gagner un peu de mon propre argent », expliqua-t-il quand Chloé lui demanda pourquoi. « Pas parce qu'on en a besoin, mais parce que j'en ai besoin. » Cela avait parfaitement du sens. Il était devenu sérieux au sujet de la musique, prenant des cours de guitare 2 fois par semaine et passant des heures dans le studio de musique du manoir à s'entraîner. Chloé le trouvait là tard dans la nuit, travaillant sur des progressions d'accords, écrivant des paroles dans un carnet usé. « Tu sais ce qui est bizarre ? » lui dit-il un soir. « Les gens me traitent différemment maintenant. À l'école, tout le monde veut être mon ami, mais je sais que c'est à cause de l'argent. Ils ne se soucient pas vraiment de moi. Ils se soucient de ce que je peux leur donner. » Chloé s'assit à côté de lui sur le banc du piano. C'est l'une des parties les plus difficiles de la richesse, savoir qui est sincère et qui ne l'est pas. Comment tu fais ? Comment fais-tu confiance à quelqu'un ? Tu fais confiance lentement. Tu observes comment les gens agissent quand ils pensent que personne ne regarde. Tu remarques qui te pose des questions sur toi et qui ne pose des questions que sur ce que tu as. Et tu donnes aux gens des chances de faire leurs preuves, mais tu te protèges aussi. Elle passa son bras autour de lui. C'est solitaire parfois, mais pas aussi solitaire que de prétendre que les gens t'aiment alors qu'ils n'aiment que ton argent. Léo hocha lentement la tête. C'est pour ça que tu vas toujours au même supermarché ? Que tu conduis toujours ta vieille voiture ? Que tu n'achètes pas de trucs de marque ? En partie. Mais aussi parce que je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. L'argent doit servir mes valeurs, pas les remplacer. Bien, dit Léo. Parce que j'aime qui tu es. Ne change pas. D'accord ? J'essaierai de ne pas le faire. Tu me tiendras responsable. Le village de Valvert-sur-Durance se transforma autour de la restauration du manoir. Le musée attira des touristes, ce qui signifia que le village avait besoin d'hôtels, de restaurants, de boutiques. Des entrepreneurs locaux ouvrirent des commerces, une chambre d'hôte appelée « Le Repos du Flambeur », un bistrot qui servait les plats préférés de Jean-Pierre Martin, un magasin de musique qui donnait des leçons et vendait des instruments. L'impact économique se propagea. Les emplois dans la construction pendant la restauration devinrent des postes d'entretien permanents. Le musée avait besoin de personnel, guides, vendeurs de la boutique de cadeaux, archivistes, coordinateurs d'événements. Le siège de la fondation employait des comptables, des chefs de projet, des spécialistes de la communication. En 2 ans, le taux de chômage à Valvert-sur-Durance chuta de 40%. Mais le changement préféré de Chloé était le plus petit et le plus personnel. Une femme nommée Beth l'approcha lors d'une de ses nombreuses visites de chantier. Beth avait la 50aine, vêtue d'un uniforme de femme de chambre d'un des nouveaux hôtels. « Mademoiselle Dubois, je ne veux pas vous déranger, mais je voulais vous dire merci. » « Pourquoi ? » ?»« Pour l'exposition. Celle sur les travailleurs de l'ombre. » Les yeux de Beth se remplirent de larmes. « Je nettoie des hôtels depuis 27 ans. Toute ma vie, les gens me regardent comme si je n'étais même pas là. Mais dans votre musée, il y a toute une section sur le fait que l'entretien ménager est un art, que nous sommes des artisans, que notre travail compte. Ma fille est venue en sortie scolaire. Elle l'a vu et pour la première fois de sa vie, elle m'a dit qu'elle était fière de moi. » Chloé serra cet inconnu dans ses bras, toutes deux en larmes. « Votre travail compte. Il a toujours compté. Je m'assure juste que les gens le sachent. Ma fille postule pour une de vos bourses. Elle veut devenir enseignante. Grâce à vous, elle pourrait y arriver. Comment s'appelle-t-elle ? Olivia. Olivia Sanders. » Chloé prit une note dans son téléphone. Plus tard cette semaine-là, elle examina personnellement la candidature d'Olivia. La jeune fille était brillante, dévouée, et écrivait sur sa mère avec une telle fierté que le cœur de Chloé se serra. Olivia devint l'une des lauréates de la bourse. Lors de la cérémonie de remise des prix, Chloé s'assura que Beth soit au premier rang. La fondation s'étendit au-delà de la vision originale de Chloé. Ils ajoutèrent une initiative de logement qui aidait les familles à acheter leur première maison grâce à des prêts à faible taux d'intérêt et à une aide à la mise de fonds. Ils créèrent un programme d'éducation financière qui enseignait la budgétisation, l'investissement et la constitution de patrimoine à des personnes qui n'avaient jamais eu assez d'argent à gérer.
Ils établirent un programme de microcrédit pour les petites entreprises, en se concentrant sur les entrepreneurs des communautés mal desservies. Chaque initiative portait l'empreinte de Monique, pratique, digne, axée sur la création d'opportunités plutôt que sur la dépendance. Chloé rencontrait son conseil d'administration tous les mois. Elle avait réuni un groupe diversifié, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des chefs d'entreprise et, surtout, des personnes qui avaient connu la pauvreté. Ils la mettaient au défi, la poussaient à voir plus grand et la gardaient les pieds sur terre lorsque la portée de leur travail devenait écrasante. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, lui rappela un membre du conseil, une ancienne mère célibataire nommée Patricia, lors d'une réunion particulièrement difficile. Chloé avait essayé de s'étendre trop rapidement, de lancer trop de programmes à la fois. Vous allez vous épuiser si vous continuez à essayer. Concentrez-vous sur quelque chose d'excellente plutôt que sur beaucoup de choses adéquates. Le conseil était exactement ce que Monique aurait dit. Excellent, pas adéquat. Qualité, pas quantité. Faites que ça compte. Chloé affina l'orientation de la fondation, éducation, logement et autonomisation financière. 3 piliers, chacun soutenu par plusieurs programmes, travaillant tous ensemble pour aider les familles à construire des chemins durables hors de la pauvreté. 2 ans après que l'héritage soit devenu public, à l'anniversaire de la mort de Monique, Chloé se tint dans la bibliothèque du manoir et enregistra un message vidéo qui serait diffusé dans la dernière salle du musée. « Je m'appelle Chloé Dubois », commença-t-elle, regardant directement la caméra. Il y a 2 ans, j'avais 3 emplois, je gardais à peine la tête hors de l'eau et je me demandais si mon fils aurait un jour les opportunités que je n'ai jamais eues. Puis j'ai hérité de ce manoir, de cette fortune et de cette responsabilité d'une grand-mère que je connaissais à peine. Les gens me demandent tout le temps ce que ça fait de passer de la pauvreté à la richesse du jour au lendemain. Ils s'attendent à ce que je dise que c'est incroyable, que tous mes problèmes ont disparu. Mais la vérité est plus compliquée. L'argent a résolu mes problèmes financiers. Il a payé mes dettes, assuré l'avenir de mon fils et m'a donné une sécurité que je n'avais jamais connue. Mais il m'a aussi donné un autre type de fardeau. Le poids de savoir que ce que je fais de cette fortune compte. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont encore là où j'étais. Ma grand-mère, Monique Dubois, a travaillé pour Jean-Pierre Martin pendant 53 ans. Elle a gagné cette fortune par la loyauté, le travail acharné et l'excellence dans un travail que le monde considère comme indigne d'excellence. Mais elle ne l'a jamais vu de cette façon. Elle était fière de son travail. Elle comprenait que prendre soin de la maison de quelqu'un, de son espace, de sa paix, c'était un travail sacré. Et Jean-Pierre Martin le comprenait aussi. C'est pourquoi il a fait d'elle une partenaire. C'est pourquoi il lui a transféré cette richesse. Non par obligation, mais par respect. J'utilise cet héritage pour les honorer tous les deux. Pour honorer le dévouement de Monique et la générosité de Jean-Pierre. Pour créer des opportunités pour les gens qui travaillent dur mais n'ont jamais de chance. Pour rappeler au monde que la mesure d'une vie n'est pas la célébrité ou la fortune. C'est la façon dont vous traitez les gens, ce que vous construisez, et si vous laissez le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Si vous regardez ceci et que vous êtes en difficulté, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas invisible. Votre travail compte. Vos rêves comptent. Vous comptez. Et parfois, quand on s'y attend le moins, l'univers vous envoie une clé qui déverrouille tout. Pour moi, c'était littéral, une clé en laiton pour un manoir. Pour vous, ce pourrait être une bourse, un prêt, une opportunité d'emploi, ou juste quelqu'un qui croit en vous. Mais ça arrive. N'abandonnez pas avant que ça n'arrive. Merci d'avoir visité ce musée. Merci d'avoir découvert la musique de Jean-Pierre et l'héritage de Monique. Mais surtout, merci de vous souvenir que chaque personne a une histoire qui vaut la peine d'être racontée, et que chaque histoire compte. La vidéo se termina avec l'image se figeant sur le visage de Chloé. Fatiguée mais pleine d'espoir, forte mais douce. Une femme qui avait été brisée et reconstruite en quelque chose de meilleur. La grande ouverture du musée eut lieu par un parfait après-midi de mai, 3 ans après que Chloé ait emprunté pour la première fois cette longue allée. Des milliers de personnes étaient présentes, des célébrités qui avaient connu Jean-Pierre Martin, des gens qui avaient travaillé avec lui, des fans qui aimaient sa musique depuis des décennies. Mais Chloé avait insisté pour que le premier groupe de visite soit différent. 20 mères célibataires et leurs enfants, tous boursiers, visitèrent le manoir avant tout le monde. Chloé les guida personnellement, leur montrant les disques d'or, les instruments et les photographies,
mais elle passa la plupart du temps dans l'aile des travailleurs de l'ombre, leur montrant la chambre de Monique, ses photographies, son histoire. Une mère, une femme nommée Jasmine, qui étudiait pour devenir infirmière tout en élevant des jumeaux, s'arrêta devant le portrait de Monique. « Elle a l'air gentille », dit doucement Jasmine. « Elle l'était », répondit Chloé. « Je ne la connaissais pas bien, mais je sais qu'elle était gentille. » Pensez-vous qu'elle savait, quand elle travaillait ici, nettoyant ses pièces, vivant dans ce petit espace? Pensez-vous qu'elle savait que son histoire compterait un jour? Chloé réfléchit à la question. Je pense qu'elle savait que son travail comptait, que quelqu'un d'autre le reconnaisse ou non. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que savoir que vous faites quelque chose de significatif est plus important que de savoir si le monde applaudit. Les fils de Jasmine accoururent, excités par le studio de musique où on leur avait permis de jouer de la batterie. Maman. Maman, on peut revenir? On peut apprendre la musique ici? On verra, mes chéris. Vous pouvez, intervint Chloé. Nous avons un programme pour les jeunes qui commence cet été. Amenez-les. Nous leur fournirons des instruments et des leçons. Les yeux de Jasmine se remplirent de larmes. Pourquoi faites-vous tout ça? Vous pourriez juste garder l'argent. Vivre où vous voulez. Faire ce que vous voulez. Je fais ce que je veux, dit simplement Chloé. C'est ce que je veux. Aider les gens, ce n'est pas de la charité pour moi. C'est de la guérison. Chaque personne que j'aide, c'est moi il y a 3 ans. Chaque bourse que j'accorde, c'est celle dont j'avais besoin et que je n'ai jamais eue. Chaque famille que je soutiens est la preuve qu'aucun de nous n'est censé lutter seul. Léo la retrouva plus tard, debout sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le manoir en or. Il avait 17 ans maintenant, plus grand qu'elle, son visage perdant sa douceur enfantine et prenant les angles vifs de la virilité. « Maman, ils veulent que tu fasses un discours de clôture. Tu es prête? » Je ne sais pas. Le suis-je? Il sourit. Tu as été prête toute ta vie. Tu ne le savais juste pas. Ils retournèrent à l'intérieur ensemble. Le grand hall était bondé de gens, des locaux et des touristes, des riches et des pauvres, des célèbres et des inconnus, tous mélangés d'une manière qui aurait rendu fiers à la fois Jean-Pierre Martin et Monique Dubois. Chloé s'approcha du micro. La salle se tut. Je ne suis pas douée pour les discours, commença-t-elle, et les gens rirent. Mais je veux dire quelque chose sur l'héritage. Quand la plupart des gens pensent à l'héritage, ils pensent à l'argent, aux biens, aux choses. Et oui, j'ai hérité de ça. Mais le véritable héritage était autre chose. C'était la connaissance que l'excellence compte, que la loyauté est une monnaie d'échange, que le travail que vous faites, aussi invisible soit-il, a de la valeur. C'est ce que ma grand-mère m'a laissé. Pas seulement le contenu d'une chambre forte, mais une façon de voir le monde. Jean-Pierre Martin a écrit des chansons sur les flambeurs, les lâches et les îles dans le courant, mais il a vécu une vie qui honorait les gens qui rendaient sa vie possible. Il voyait Monique non pas comme une employée, mais comme une partenaire. Il respectait son travail assez pour la rendre riche. Et elle respectait sa confiance assez pour préserver cette richesse pour quelqu'un qui l'utiliserait bien. J'espère que je l'utilise bien. J'espère que ce musée enseignera aux gens non seulement la musique de Jean-Pierre, mais aussi les personnes invisibles qui rendent toute musique possible. J'espère que la fondation aidera les familles à construire des vies dont elles sont fières. J'espère qu'un jour, dans 50 ans, quelqu'un se tiendra là où je me tiens et dira, Chloé Dubois a honoré son héritage. Elle ne l'a pas seulement dépensé, elle l'a multiplié. Pas en euros, mais en vie changée, en opportunités créées, en dignité restaurée. Ma grand-mère avait l'habitude de dire, ou du moins j'imagine qu'elle le faisait, que la mesure de la richesse n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous donnez. Pas seulement de l'argent, mais de l'attention, du respect, de l'amour. Alors ce soir, je veux donner quelque chose à vous tous. Je veux vous donner la permission de vous voir comme Monique se voyait elle-même, comme quelqu'un dont le travail compte, dont la vie a un sens, dont l'histoire vaut la peine d'être racontée. Merci d'être ici. Merci de vous intéresser à cet endroit, à ces histoires, à cet héritage. Et merci de me rappeler que parfois, le meilleur héritage est la chance de devenir qui vous étiez toujours censé être. Les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levèrent, acclamant, certains pleurant. Léo la serra fort dans ses bras. Mamie serait fière, murmura-t-il. Oui, chuchota Chloé en retour.
Je pense qu'elle le serait. Le lendemain matin, Chloé se réveilla tôt dans sa modeste maison, celle qu'elle avait achetée pour 350 000 € et n'avait jamais regretté, et se rendit seule au manoir. Elle entra avec sa clé et traversa les couloirs silencieux, passant devant les expositions maintenant ouvertes au public, monta les escaliers jusqu'au 2e étage. Elle se tint dans la chambre de Monique, qui avait été préservée exactement comme elle était, le couvre-lit fait main, les meubles simples, la photographie de la mère de Chloé tenant bébé Chloé. Cette pièce disait la vérité sur sa grand-mère, qu'elle avait choisi la simplicité, le but, la dignité plutôt que l'apparat. Chloé s'assit sur le bord du lit et sortit son téléphone. Elle ouvrit l'application photo et fit défiler jusqu'aux photos qu'ils avaient prises de la chambre forte 3 ans auparavant. Les obligations aux porteurs, les certificats d'action, les bijoux scintillant dans le faisceau de la lampe de poche. 287 millions d'euros. Mais quand elle pensait à son héritage maintenant, ces images n'étaient pas ce qui lui venait à l'esprit. À la place, elle pensait aux jumeaux de Jasmine jouant de la batterie. Elle pensait à Olivia Sanders, la fille d'une femme de chambre, étudiant pour devenir enseignante. Elle pensait aux 200 boursiers dont la vie avait changé parce que quelqu'un croyait qu'ils méritaient des opportunités. Elle pensait à Léo, confiant et gentil, apprenant à être riche sans perdre son humanité. Elle pensait à un village ravivé, à des entreprises en croissance, à des gens travaillant avec fierté. Elle pensait à toutes les lettres qu'elle recevait chaque semaine de personnes qui visitaient le musée et se reconnaissaient dans l'histoire de Monique, qui se sentaient vues pour la première fois de leur vie. C'était l'héritage qui comptait. Chloé se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil se levait sur les collines de Provence, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Quelque part là-dehors, des gens se réveillaient pour leur propre lutte, se demandant si aujourd'hui serait le jour où les choses changeraient enfin. Si aujourd'hui apporterait la chance qu'ils attendaient. Elle ne pouvait pas aider tout le monde, mais elle pouvait en aider certains, et ces certains en aideraient d'autres. Et lentement, vie par vie, histoire par histoire, l'onde de choc se propagerait, jusqu'à ce que peut-être un jour, le monde comprenne que la richesse ne consiste pas à thésauriser. Elle consiste en ce que vous donnez, ce que vous construisez, ce que vous laissez derrière vous. Chloé sortit son téléphone et prit une note. Étendre le fonds de bourse. Doubler les bénéficiaires l'année prochaine. Examiner des partenariats avec plus d'écoles. Il y avait tellement plus à faire. Le travail ne faisait que commencer. Elle ferma le manoir et rentra chez elle, s'arrêtant au même supermarché où elle avait toujours fait ses courses, achetant le même café qu'elle avait toujours acheté. Certaines choses n'avaient pas besoin de changer. Certains des petits rituels quotidiens qui vous gardaient les pieds sur terre valaient la peine d'être préservés. Quand elle rentra à la maison, Léo préparait le petit déjeuner. « Salut maman. »« Des crêpes. »« Tu sais que je ne peux pas résister à tes crêpes. » Ils mangèrent ensemble dans un silence confortable, comme ils l'avaient toujours fait. La cuisine était plus belle maintenant, la maison plus confortable, l'avenir plus sûr. Mais la chose importante, le lien entre eux, l'amour qui les avait soutenus pendant les années les plus difficiles, cela n'avait pas changé. « À quoi tu penses ?» demanda Léo. « Juste à la chance que j'ai. »« À cause de l'argent ?»« À cause des gens. » Mamie, même si je la connaissais à peine. Toi, qui as été mon partenaire à travers tout. Toutes les personnes que nous aidons, toutes les histoires dont nous faisons partie. Elle sourit. L'argent est bien, mais ce n'est pas le trésor. Les gens sont le trésor. Léo sourit. C'est assez cliché, maman. Oui, eh bien, j'ai gagné le droit d'être cliché. Ils rirent ensemble, et dans ce rire se trouvait tout ce qui comptait. La joie malgré les difficultés, le lien malgré l'isolement, l'espoir malgré toutes les raisons de désespérer. N'importe qui peut hériter de l'argent. Mais hériter d'un but, hériter de la dignité, hériter de la connaissance que votre vie compte, c'est la fortune qui vaut la peine d'être possédée. Chloé Dubois a hérité de 287 millions d'euros. Mais ce qui a vraiment changé sa vie, c'est d'hériter de la conviction de sa grand-mère que l'excellence compte, que le travail invisible a de la valeur, et que parfois le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde est simplement de vous présenter, de faire de votre mieux et de ne jamais oublier d'où vous venez. Parce qu'à la fin, on ne se souvient pas des gens pour ce qu'ils avaient. On se souvient d'eux pour ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont construit et qui ils ont aidé à devenir. Et Chloé Dubois ne faisait que commencer.